Bon, alors Béranger, que vous connaissez déjà d'ici, enfin voilà, qui est venu pour parler de Paul Thomas Anderson, dont vous entendrez parler prochainement. Normalement, faut que je gère le truc Béranger, t'inquiète. Mais, mais dont vous entendrez parler prochainement, vous inquiétez pas. Bah, c'est un type qui fait des très très bonnes vidéos sur le cinéma. Moi, j'adore ce qu'il fait, personnellement. Je trouve qu'il fait du très très bon contenu. Et là, du coup, ça fait un petit moment qu'il me vantait cette vidéo-là et qu'il disait « Je vais faire une vidéo sur les classiques du cinéma. Qu'est-ce que c'est que les classiques du cinéma ?» Et qui voulait faire une vidéo plus accessible que les autres. Donc je me dis « Allez, vas-y, pourquoi pas ?» Sachant qu'avant, je me disais « Bah, c'est super chouette en vrai comme contenu. Il essaie vraiment de faire du super contenu qui ramène du monde, tout ça. Donc c'est vraiment super cool, quoi. » Parmi les libraires qui s'appellent Béranger sur YouTube, il est top 1 objectivement. Tout à fait, tout à fait. À tout moment, je quitte le stream parce que ça me met mal à l'aise. Par contre, attention, c'est une vidéo plus grand public. Hein. Mais t'inquiète, en vrai, Béranger, moi, je vais pas te critiquer parce que tu fais une vidéo trop grand public, entre guillemets. Genre, je vais pas dire, oh, j'ai trouvé une vidéo de normie. Moi, tu sais, Béranger, enfin, moi, j'estime que mon contenu qui parle de cinéma, j'essaye d'être un peu pointu par rapport à certains films. J'essaye d'être un peu, voilà... piquant et j'estime quand même m'y connaître en cinéma, mais après je vais voir des gens qui pour le coup vraiment sont des esthètes, j'ai envie de dire, et ils me trouvent que mon contenu est trop grand public. Donc tu sais, finalement être trop grand public, t'as mis Pulp Fiction sur la miniature, pour certains c'est déjà un film de bandeur, quoi. Donc vraiment. Donc c'est pour ça, Béranger, je sais que c'est un exercice très compliqué de revoir sa propre vidéo, notamment avec un streamer qui dit ah ça je suis pas d'accord, et tout ça, des conneries du genre. Mais ne t'inquiète pas, je vais te juger, mais je vais être d'accord, je pense. Ouais, salut tout. Je déteste. Voilà, je suis désolé. Allez, fin du stream. Non, mais salut Béranger. Ouais, salut tout le monde. Wouhou. Il a changé de décor, il a changé de décor. Il a changé de décor parce que avant il avait son petit poster Metroid, tout ça. Mais là, c'est vraiment cool. Paf ne baisse. Alors, je vais faire une intro en mode Fidel Castro. Mais non, je baise. C'est pas vrai, nouvelle vidéo. Mais j'y crois pas. J'y crois pas. Moi j'y crois, ça va. Hein. C'est pas si impressionnant que ça non plus de voir une nouvelle vidéo passer, hein, mine de rien. Ça me paraît pas mal, non, comme intro. Ouais, y'a mieux. Allez. Bon, est-ce que vous avez déjà parlé avec quelqu'un qui vous a dit... Attends mais mec, mais t'as jamais vu Interstellar? Mais c'est un classique du cinéma, enfin... Alors, premièrement... Moi ça m'est déjà arrivé. En vrai, et d'ailleurs, moi je sais que j'en discute avec des amis. En vrai, qu'est-ce que ça change si vous dites « ouais, j'ai déjà vu ». Au pire, vous dites « Ah oui, je l'ai vu il y a longtemps ». Moi, ça m'arrive plein de fois, je vais être honnête, hein. FC honnêteté ici. Ça m'arrive plein de fois de dire à des gens, on me dit « Ah oui, tel film, tout ça ». Et je dis « Ah oui, classique ». J'ai pas vu. Et tu dis « Bah oui, je l'ai vu il y a longtemps, tout ça ». Et au pire, tu dis ça, et puis qu'est-ce que ça change dans la vie si ce n'est que vous prenez du mépris en moins. Voilà quoi. Si la personne est chiante, vas-y, même si j'aime pas mentir sur ça. Il y a un peu de ça aussi. Et moi, en fait, ce qui m'a rassuré, c'est que pendant un temps, je faisais pas ça parce que je me disais, bah quand même, faut être honnête et faut mieux de l'honnêteté, évidemment. J'ai dû faire ça dans le stream sur PTA, sûrement. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Et c'est pas grave, ce n'est pas grave. Moi, il y a plein de moments où je dis, oui, effectivement, ce film, c'est un classique, c'est génial. Ouais, effectivement, ouais, j'ai passé un bon moment et tout. Et de toute façon, les gens, quand ils te parlent d'un film, c'est généralement pour dérouler leur propre avis. Moi, c'est une horreur d'ailleurs. Enfin, je me souviens d'une conversation avec quelqu'un où on parlait de Anatomie d'une chute et je donnais mon avis. Et la personne disait, moi, je pense ça. Et en fait, elle a plus ou moins répété mon avis. Et j'étais en mode, oui, bien sûr, je suis d'accord. Mais bon, la personne juste n'a pas prêté attention à ce que je lui ai dit, mais voilà. Et de toute manière, moi, là où je n'ai aucun problème avec ça, c'est que j'ai vu une vidéo, c'était le vidéo club de Alain Chabat, qui parlait du fait de ne pas avoir vu de ne pas avoir vu, je crois, Jules et Jim, un truc du genre. Et je disais, bah oui, c'est pas grave. Enfin, lui, il disait, ah oui, chef-d'œuvre, tout ça, alors qu'il avait pas vu. Et du coup, je me suis dit, bon, en vrai, est-ce que c'est si grave de mentir, de ne pas avoir vu tel film et d'avoir vu tel film, etc. Ça va quoi. Le problème, c'est si effectivement vous voulez faire
vous ériger comme étant un expert de ce film-là, vous dire que vous êtes le meilleur pour parler de ce film-là, là oui, c'est un problème. Si vous n'avez pas vu le film, il faut quand même un minimum de pudeur et un minimum d'humilité, évidemment. Le problème, c'est que quand je dis que j'ai vu un classique, je dis aussi que c'est à chier Ishfin. Bah là, après, au moins, t'as de la discussion. T'as quand même de la discussion par rapport à ça, évidemment. Il y a bien 80% de chances que ce commentaire ait été prononcé avec tout le mépris du monde, donc bah la ferme. Évidemment. Et deuxièmement, comment ça c'est un classique du cinéma? C'est peut-être une question que vous êtes jamais posée, tant c'est un terme qui est rentré dans notre quotidien. Mais qu'est-ce qu'on entend? C'est un classique, c'est un classique masterclass sur côté poulet. Mais c'est quoi ce poulet en fait? Vraiment, c'est quoi ce poulet? Par c'est un classique. En réalité, c'est un terme qu'on utilise plus pour parler de films cultes ou même d'incontournables. Parce que dans les synonymes de classique, on trouve banal, ordinaire, conforme. Bon. Oui. Chiant, un peu chiant. C'est objectivement un classique. Alors les gens, le terme objectivement, quand vous entendez quelqu'un dire ce film-là c'est objectivement incroyable ou ce film-là c'est objectivement de la merde, vous savez que vous êtes en face d'un QI négatif, vraiment. Et je le dis avec tout le mépris du monde parce que vous savez que vous êtes en face d'un QI extrêmement négatif et que c'est un abruti fini, vraiment. C'est objectivement un terme de merde. Pour reprendre un petit peu ce truc-là. C'est pas trop ce qu'on entend quand on dit qu'un film est un classique. Oui, certains films appelés classiques le sont parce qu'ils ont posé des bases qui sont aujourd'hui banales, puisqu'utilisées dans énormément de films. La Source, par exemple, c'est un film important dans le cinéma. Béranger qui est là en mode, la vidéo elle est un peu grand public. La vidéo elle est un peu plus grand public. Il te cite La Source de Bergman. Je suis désolé, mais Béranger, tu vas arrêter de te foutre de notre gueule en fait. Tu vas arrêter de dire que j'ai fait une vidéo grand public en citant du Bergman. T'arrêtes. Tu arrêtes tout ça. T'arrêtes tout ça. Tu n'es pas le chef. Aujourd'hui banal, puisqu'utilisé dans énormément de films. La Source, par exemple, c'est un film important dans le cinéma, puisque c'est celui-là qui amènera le genre du rape and revenge sur grand écran. Bien sûr. Est-ce que ça en fait pour autant un classique? Alors attention aux cons s'y méprennent pas, hein, je trouve que c'est vraiment un super film, et au passage, si Persona est en partie connu pour sa gestion de la lumière, je la trouve autant maîtrisée dans La Source. Mais... Bien sûr. Est-ce que c'est vraiment un classique? Eh ben, oui et non. Tu vas mettre des gens à poil dans ta vidéo YouTube, dans mon live. T'hésites pas, toi. Tu t'en fous. Vraiment. Mais on parlera de ça un petit peu plus tard. Aujourd'hui, je vous propose donc qu'on s'intéresse à la question des films cultes, classiques, incontournables, et qu'on s'épanche un petit peu sur le pourquoi du comment, en voyant peut-être au passage que ces dénominations, bah, elles veulent pas dire grand chose. Moi, ça m'intéresse ce qu'il dit là. Alors, attendez, j'ai pas eu le temps de dire. Le classique comme critère appréciatif. Très bonne police d'écriture. J'aime bien la DA de la police d'écriture dans cette vidéo. Et j'aime bien d'ailleurs toute la DA de Béranger. Je trouve que c'est vraiment super bien. Un film de Gastambide n'est pas objectivement de la merde. Non. C'est juste de la merde. Il n'y a pas besoin de rajouter objectivement. Hein. Bon. En fait, objectivement, c'est vraiment l'argument ultime pour certains, quoi. Généralement, ce que les gens disent lorsqu'ils disent qu'un film est culte, c'est qu'il est culte dans l'histoire du cinéma. Et donc, son appréciation, ou du moins l'appréciation des éléments qui font qu'il est culte, eh ben elle passe aussi par l'appréciation de son contexte. Si on prend L'Homme à la caméra, par exemple, c'est un film expérimental qui est considéré comme culte de par... Pareil, tu dis, ouais, grand public. Grand public, je vais mettre L'Homme à la caméra de Dziga Vertov, un film qui est monté dans son propre... Enfin, un film qui filme son propre montage, des trucs du... Bref, vraiment, hein, c'est... Le mec a dit, ouais, la vidéo grand public. Vraiment, hein, la vidéo grand public qui va te parler de Dziga Vertov. Putain. Et bref. J'ai vu cette année, c'est surcoté de fou. Mais tu vois ça, Poisson, c'est pour ça que personne t'aime. C'est pour ça que t'es un débile mental. C'est que tu vois un film comme L'Homme à la caméra et tu te dis pas, putain, c'est stylé. Vraiment, l'homme normalement constitué voit L'Homme à la caméra et se dit, putain, c'est stylé. Vraiment, genre, juste c'est raw. C'est raw, comme on dit. Vraiment. Montage hyper... Et surtout, alors... Je pense qu'en vrai, enfin je pense qu'il va l'aborder hein, déjà parce qu'il a mis un petit peu toutes les bases pour l'aborder. J'essaye d'éviter de pré-shot mais j'aime bien pré-shot également. De toute manière quand on dit un film est un classique du cinéma, c'est pour dire c'est un classique dans l'histoire du cinéma, ça oui, je suis d'accord. Maintenant, quelle histoire du cinéma? Qui écrit l'histoire du cinéma? Qui écrit le fait de parler de cinéma et le fait et ce qui reste en fait? L'histoire est écrite par les vainqueurs. Oui, mais si t'as envie de faire un film sur les vaincus, si t'as envie de faire un film sur, et non pas sur les vaincus, ni sur, mais bref, mais si t'as envie de faire un film sur
les gens qui ont été laissés pour compte par l'histoire du cinéma. Tarantino faisait beaucoup ça. Reste que tu vas pas piocher dans les classiques du cinéma. Donc bon, et puis l'histoire du cinéma, c'est quand même un truc très occidentalo-centré, ça évidemment, bien sûr. L'homme à la caméra, par exemple. C'est un film expérimental qui est considéré comme culte de par son montage, hyper créatif et sa démonstration de la technique du ciné-œil. En fait, c'est une technique de réalisation qui entend amener une bien plus grande liberté de mouvement dans sa mise en scène, une liberté semblable à celle de l'œil humain. La caméra se mouvoie bien plus qu'à l'habitude, elle se rapproche, elle s'éloigne, on la fout sur une bagnole. C'est une manière de penser sa réalisation dans... C'est vraiment très bizarre à l'époque. Dans laquelle le montage a tout de même une assez grande place. Et c'est aussi en partie pour ça que c'est une technique aussi importante, puisqu'en plus de révolutionner sa manière de filmer, on révolutionne aussi la manière de monter. Et si c'est... Et surtout, ciné-œil, moi, là où je l'avais appris en termes de théorie du cinéma, c'était surtout, enfin c'est un truc moi dont je parle très souvent ici, c'est surtout de dire que le cinéma a énormément d'informations, il y a énormément de choses qui se passent à l'écran, plus que ne peut le capter l'œil humain. Et donc en fait à chaque fois dans le cinéma il y a beaucoup de choses qui se passent, et c'est là d'ailleurs qu'il faut un petit peu observer où sont les bons réalisateurs, c'est-à-dire ceux qui savent réaliser sans fioriture, sans tout ce qu'il y a autour du film, et un petit peu savoir où mettre son regard spécifiquement. Moi, en tout cas, c'était ça que j'avais appris, mais effectivement, ça se complète avec ce qu'il dit sur le côté où ça va essayer de filmer comme si c'était un œil, quoi. Et pas comme si c'était justement une machine qui servait à prendre vision de tout ce qui se passe, quoi. Plus de révolutionner sa manière de filmer, on révolutionne aussi la manière de monter. Et si ces choses-là peuvent à l'heure actuelle apparaître comme classiques, dans le sens ordinaire du terme, bah elles l'étaient beaucoup moins. Pour 1929. En fait, rien que le contexte de l'année de sortie du film prouve son importance, puisque cette même année trouve une situation cinématographique particulière. On est encore au début du cinéma, il commence à peine à être considéré comme de l'art, et même... J'avais pas vu le petit commentaire sur et même s'il y a déjà des films importants... C'est pour ça que Bart aimait pas le cinéma au début. Et il disait que c'était un art dans lequel tout allait trop vite et qu'on n'avait pas le temps d'apprécier l'enchaînement de photographies. Bien sûr, ça m'étonne pas de Bart, bien sûr. Qui se prononce Bart d'ailleurs, parce que je sais que j'ai des potes qui, qui font des vidéos parfois sur le cinéma et qui disent Roland Barthès. Ce qui est vraiment, bref. Feldup, il disait ça notamment. Mais, mais d'autres aussi, d'autres potes, enfin d'autres gens que je connais pour le coup, parce que je connais pas. Mais effectivement... Bart, oui voilà, le frère de Yann Barthès, hein, vraiment. Mais effectivement Bart, il a pas mal écrit sur le cinéma aussi dans son mythologie, notamment sur les films de gangsters et les récits de gangsters. Et c'est assez pertinent ce qu'il a à en dire, même si le récit de gangster a beaucoup changé grâce à Scarface, qui peut être considéré pour le coup comme un classique. Donc ça veut dire que son propos est peut-être un peu désuet aujourd'hui, mais reste que à l'époque c'est quand même un truc où, pour les films de gangsters de l'époque, c'était ultra pertinent ce qu'il avait à dire, quoi. Oui, la mort de l'auteur, notamment, c'était de lui, évidemment, mais qui parle pas que du cinéma, bien sûr. Et c'est un des textes fondateurs par rapport au cinéma aussi, mais par rapport à plein de trucs, par rapport aux jeux vidéo, par rapport à la littérature, à plein de trucs. Et c'est quand même un texte qui est nickel, enfin, qui est vraiment clé pour comprendre le cinéma, pour comprendre les théories autour. Moi, je l'adore, hein, comme texte. On est encore au début du cinéma, il commence à peine à être considéré comme de l'art, et même s'il y a déjà des films importants et fondateurs de certaines bases qui sont toujours et encore utilisées à l'heure actuelle, force est de constater que l'homme à la caméra amène des évolutions propres à lui. C'est ce même film qui va amener une toute autre manière de réaliser. Cette fois-ci, on raconte plus seulement une histoire à partir de son scénario ou de son cadrage, mais on va aussi pouvoir le faire grâce au mouvement de la caméra et tous les changements de cadre que cette dernière peut amener dans une continuité de plan. Oui, surtout qu'à l'époque, c'était effectivement très théâtre filmé, un peu le reproche qu'on peut faire à beaucoup de films de l'époque, donc bon, c'était pas terrible non plus. Non. Du moins, elle pose les bases pour les films d'après, parce que scénaristiquement, l'homme à la caméra, ça raconte pas grand chose. Bah oui. Du coup, pour certaines personnes, c'est grâce à l'homme à la... C'est un film expérimental, ça reste un film expérimental, et c'est de toute manière, dans les films expérimentaux, on en avait parlé un petit peu avec Nicolas de chez Tsunami, c'est de toute manière dans les films expérimentaux que généralement on retrouve les choses plastiquement les plus magnifiques, et effectivement c'est là qu'on retrouve une beauté dans le cinéma, c'est que c'est quand c'est réutilisé dans des films qui essayent d'avoir des attaches et un scénario, etc., qu'effectivement on peut retrouver quelque chose de vraiment absolument magnifique, quoi. Mais c'est vrai que un film expérimental en termes de scénario, qui va pas pour ça de toute manière. Caméra, qu'on va pouvoir apprécier les films suivants qui auront eux
chose. Et du coup, pour certaines personnes, c'est grâce à l'homme à la caméra. La vidéo de Zephyr Amo en parle bien aussi que la marge et expérimentale permettent la venue d'un langage populaire. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. J'ai dit expérimentaux, j'ai dit les films expérimentaux, je suis débile. Mais désolé. mais effectivement, enfin, il y a quand même un truc où typiquement les évolutions, ça pareil, c'est un truc, enfin, je sais que c'est des débats en ce moment sur le jeu vidéo est-il un art, tout ça. Moi, je suis de plus en plus en mode le jeu vidéo n'est pas un art parce que, la majorité des blockbusters font de la merde. Enfin, vraiment, et là où, par exemple, dans le cinéma, pour le coup, c'est un rapport très mercantile, mais en même temps, et très vision par le top, on va dire. Mais le cinéma, typiquement, les innovations viennent du top. Les innovations en mode la motion capture, ça vient d'Avatar, et que ça vient du coup des gros blockbusters de son temps à chaque fois, et qui peuvent être ensuite utilisés par des plus petits indés pour faire d'autres choses. Dans le jeu vidéo, c'est presque l'inverse. C'est-à-dire que les innovations en termes de gameplay et en termes de vision de comment faire les choses viennent souvent du dessous, viennent souvent des petits jeux indés, viennent souvent en mode, je sais pas moi, Undertale qui peut être considéré par certains comme une révolution. Bah, c'est un petit jeu indé fait par une personne. Des films comme, je sais pas moi, les gros films du moment, ça peut être des petits jeux indés faits par une personne en mode Among Us. Et du coup, maintenant, il y a des modes Among Us dans Fortnite. Et c'est un peu ce truc où, effectivement, c'est très bizarre d'avoir ce rapport-là très différent, quoi. Tu connais Clair Obscur, c'est une petite pépite indépendante française et hyper rafraîchissante. Je connais pas. Clair Obscur. C'est ça, non? Clair Obscur Expédition 33. Ok. Bah écoutez, je connaissais pas. D'accord. C'est faux, je l'ai fini. Mais on va pouvoir apprécier les films suivants qui je suis très bon acteur. Mais par contre, moi, Béranger, enfin, ça me dérange un peu que tu mentionnes ça parce que j'ai entendu dire que c'était un jeu de facho. Donc vraiment, c'est un peu problématique, quoi. Vraiment. En gros, le JV encule le ciné, cet art de bourgeois, normie, merci paf. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que le jeu vidéo, c'était un art qui volait les petits créatifs pour en faire des grosses franchises, là où le cinéma, c'est l'inverse. Donc voilà. Où est le problème? C'est vrai qu'il n'y a pas de problème. Par contre, alors, faut savoir un truc. Moi, je déteste la sorte d'opposition entre Clair Obscur et le meilleur jeu du 21e siècle. C'est un banger. C'est l'un des plus grands jeux auxquels j'ai jamais joué. Clair Obscur pourrait baiser ma femme et je ne lui dirai rien parce qu'il a tous les droits. Clair Obscur a trouvé le remède contre le vaccin. Et d'un autre côté, Clair Obscur est le plus grand jeu de Colomb. Clair Obscur est le plus grand jeu qui a jamais été fait pour être joué par le Ku Klux Klan. Clair Obscur est le pire jeu de l'humanité. Clair Obscur est un jeu de merde. Clair Obscur n'est pas le chef. Clair Obscur voilà, le remède contre le vaccin. Oui, j'ai dit ça, mais bref, vous avez compris. Mais je voulais dire le remède contre le cancer, mais bref, c'est pas grave. Clair Obscur est un jeu vidéo absolument nul à chier, vraiment. Et donc, moi, je trouve qu'en vrai, on pourrait dire qu'il y a peut-être un entre-deux. Même, vous pouvez très bien aimer le jeu, très bien. Par contre, si vous critiquez Clair Obscur, prenez des bons termes. J'ai vu des gens dire Colonizer 33, un truc du genre. C'est nul comme terme. Alors que le terme Guerre Obscur, par contre, Guerre Obscur, c'est très très opérant. Et ça, j'approuve. Ça, pour le coup, j'approuve. Guerre Obscur, je n'ai rien à dire contre. Je peux très bien l'accepter de mon côté. Dans une continuité de plan. Du moins, elle pose les bases pour les films d'après. Oui. Parce que scénaristiquement, l'homme à la caméra. Déjà, juger une œuvre de par sa popularité en réaction, perso, j'en peux plus. Oui. Non, mais ça, c'est les pires manières de pouvoir juger d'un jeu vidéo, notamment. Parce que c'est souvent par le jeu vidéo là-dessus. Ça s'intègre un peu dans le cinéma, mais parce qu'il y a des petites frontières entre des gens qui étaient fans de jeux vidéo et qui deviennent fans de cinéma, notamment moi, et d'autres, évidemment. Mais c'est chiant. C'est chiant, effectivement, de dire, ouais, ça va être surcoté. C'est typiquement le côté surcoté, sous-coté. Sous-côté, à la limite, bah, c'est chouette parce que ça permet de remettre en lumière des films et des jeux qui étaient un peu moins connus. Mais surcoté, à chaque fois, c'est tellement chiant. Ça raconte pas grand chose. Et du coup, pour certaines personnes, c'est grâce à l'homme à la caméra qu'on va pouvoir apprécier les films suivants qui auront eux aussi des mouvements de caméra. De par le fait que ce dernier ait posé beaucoup de leur base. Bon, je suis pas sûr que des gens comme ça existent, hein, j'extrapole, mais j'essaye surtout de transitionner vers le premier point de vue qu'on peut... J'essaye de transitionner, bravo Bérangère, pardon. Mais bravo à toi, bravo pour ta transition.
J'espère que ça va bien se passer. Et j'espère que tu vas... voilà, que tu auras une prise d'hormones assez rapide. C'est un peu dur hein, en ce moment pour trouver des hormones, moi, de ce que je sais. Donc voilà. Les gens comme ça existent, hein. Bah oui, il faut. Les wokistes, hein, bien sûr. Extrapole, mais j'essaye surtout de transitionner vers le premier point de vue qu'on peut appliquer au film dit classique. Le classique comme critère appréciatif. Alors, oui. Appréciatif de quoi? De qui? Eh ben ça nous fait un super plan ça. De quoi? Eh ben comme on a pu le voir... C'est vrai, c'est vrai. Je viens d'arriver, ça a l'air déjà d'être une vidéo nettement meilleure que celle de TGR sur le sujet. Et bien Béranger prendra ton commentaire, l'imprimera et l'encadrera sur son frigo, je pense. Avec l'homme à la caméra, ça peut être un critère appréciatif. De quoi? Eh ben, comme on a pu le voir avec l'homme à la caméra, ça peut être un critère appréciatif de l'histoire du cinéma. Et ce, encore une fois, grâce à son contexte. Le contexte d'un film est important dans son statut qu'on peut définir de culte. Si on regarde à bout de souffle, en sachant que c'est un film culte, mais en s'éloignant le plus possible de tout contexte entourant le film, bon bah de prime abord, on va peut-être se dire que c'est un peu chelou. Oui. C'est vrai. Avec un montage un peu bizarre, non? Par chance, c'est un peu chelou, c'est vrai, à bout de souffle. Non, mais c'est aussi même toute une critique à faire autour des films universitaires, entre guillemets. C'est encore, on en parlait avec Nicolas de Tsunami, on se disait, mais effectivement, les films universitaires à regarder, parce que c'est pour l'université, un peu la flemme aussi. Un peu la flemme, un peu chiant. Et en même temps, bah oui, c'est des films où c'est plus important, en fait, c'est presque plus important de savoir tout ce qu'il y a autour que de voir le film, mais en même temps, bah, il faut le voir le film au moins une fois, quoi. C'est quasiment impossible de s'éloigner de n'importe quel contexte en regardant un film. Alors, je dis pas qu'en regardant Avatar, tu sauras que James Cameron n'était pas très content sur le tournage ce jour-là et que c'est pour ça que la scène ressemble à ça. Non, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que les films, lors de leur visionnage, renseignent un minimum sur leur contexte, et ce, principalement de par leur corps défendant. Je vais utiliser deux exemples. En gros, c'est les moyens de production influencent sur la production. C'est ça que tu veux dire. À deux extrêmes différents. Pour les gauchistes du chat. Franchement, même des excellents films, les voir dans un contexte où t'es forcé, ça rend insipide. Bien sûr. Mais même si on n'arrive pas à leur situer de date précise, si je vous montre cette image-là et cette image-là, vous arrivez à peu près à me situer laquelle des deux est la plus récente. Ouais, c'est à droite. En vrai, il y a moyen que ce soit un bâtard. T'aurais pu être un bâtard et mettre une image de blonde de... je sais plus le nom du réel, là, le film sur Marilyn Monroe, à droite, ou de Manque, un truc du genre, et te le situer comme ça. Mais oui, t'as mis Scott Pilgrim à gauche. Je sais pas c'est quoi comme film à droite. Hop là! Putain, quel enculé, vraiment. Je savais que t'avais fait ça. Hein. Ah, donc en visionnant un film, on peut à peu près et gros... C'était The Artist, putain, quel enculé. Ah, Escape, je suis content. Andrew Dominique. Hop là! Donc en visionnant un film, on peut à peu près et grossièrement situer ce dernier historiquement, et ce, parfois via l'univers qui nous est dépeint, mais aussi via la technologie utilisée. Si on regarde Brève Rencontre, par exemple, de par la technologie utilisée pour faire le film, bon bah, c'est du 4/3, noir et blanc, le son est pas méga propre, etc. Mais aussi le cadre de l'histoire racontée, on peut deviner à travers notre visionnage que c'est un film qui est à peu près sorti entre les années 40 et 60. Sauf que, si on est franc, c'est pas vraiment le film lui-même qui va se situer tout seul comme un grand, mais c'est plutôt notre culture qui va le situer. C'est vrai. C'est-à-dire que virtuellement les gens ne savent pas que le parlant c'est à partir de 1927. Ils se disent bah oui, à l'époque c'était muet, à un moment c'est devenu parlant. Mais je pense si tu demandes à des gens qui s'y connaissent pas trop en cinéma de situer quand est-ce que ça a commencé le parlant, ils se diront peut-être en mode ouais dans les années 50-60, un truc du genre. Et sinon ils sauront pas trop quoi, clairement. Ils diront ouais je pense que c'est à peu près par là, ou alors ils se diront bien avant, des trucs du genre, bien sûr. Je sais, de par les choses que j'ai pu apprendre tout au long de ma vie, que la couleur n'a jamais été inhérente au cinéma, et que pendant une certaine période, il était difficilement pensable de la voir à l'écran. Je sais aussi que le format 4/3 est typique d'une certaine période de film, que l'image d'une certaine époque a un certain grain, etc. En fait, c'est en regroupant mes informations autour du cinéma que j'arrive à situer l'œuvre.
À aucun moment le film me dit de quand il date, mais grâce aux connaissances que j'ai pu accumuler tout au long de ma vie, j'arrive à peu près à situer l'œuvre, mais aussi à plus ou moins conscientiser son impact. Oui. La première fois que j'ai vu L'Homme à la Tout à caméra, j'avais pas du tout conscience que j'étais là face à un film important. J'étais juste curieux, je regardais Tu tombes sur ça sur YouTube sans faire exprès, vraiment. Et effectivement, tu le vois comme ça et tu dis, bah ouais, c'est un film un petit peu sympa, probablement du début du cinéma, peut-être un truc du genre, en mode expérimentation bizarre, mais de là à le situer précisément sur une chronologie, relou quoi. prêt à situer l'œuvre, mais aussi à plus ou moins conscientiser son Moi j'ai maté à cause de Cross, c'est vrai. impact. La première fois que Je me souvenais pas qu'il avait parlé de... C'était en quel épisode déjà quand il avait parlé de L'Homme à la caméra. Faudrait que je me remate un jour les Cross et les Chromas. j'ai vu L'Homme à la caméra, j'avais pas du tout conscience que j'étais là face à un film important. J'étais juste curieux, je regardais des films muets au hasard parce que ils sont pratiquement tous dispo sur YouTube. C'est Et vrai. la seule chose qui m'est venue à l'esprit durant tout le film, c'était waouh, le montage est hyper créatif et hyper avant-gardiste parce que, C'est vrai. je sais pas, ça a visiblement l'air vieux. Par contre, à aucun moment j'ai conscientisé l'importance du mouvement de la caméra dans ce film vis-à-vis de son contexte. Et c'est normal, j'avais enchaîné plusieurs films muets dans un ordre pas du tout chronologique, donc le mouvement me paraissait pas si révolutionnaire. Et on est d'accord, la musique de fond, c'est... parce que... non, mais c'est juste que j'y pense, parce que là, j'entends vraiment le truc. C'est... Ah, putain. Shine, je suis comme une étoile. Ah, putain, c'est du Jossman? Je sais plus. C'est Slimka, voilà, c'est Slimka. Putain. C'est Vampire, là. Il veut mon sang, mais j'adore esquiver. Pardon, c'est juste, ça me faisait penser. Vraiment. Disait l'importance Pardon. du mouvement de la caméra dans ce film vis-à-vis de son contexte. Mm. Et c'est normal, j'avais enchaîné Anti-Dracula, voilà. plusieurs films muets dans un ordre pas C'est pour ça qu'il a mis les vampires, du tout chronologique, donc le mouvement me paraissait pas si révolutionnaire. Et puis surtout, j'avais jamais entendu parler de ce film, donc à aucun moment je me doutais de l'importance du truc. Pareil quand j'ai regardé La Féline de Jacques Tourneur. Oui. J'en parle dans cette vidéo. Eh À oui. aucun moment je me disais Parce que ça parle du jumpscare, donc bah, dans La Féline, il y a le premier, enfin, ce qui est vu comme le premier jumpscare du cinéma, voilà. que c'était un film important de Pas par le souvent, fait que le pas mécanisme parfois. de son jumpscare allait être autant récupéré. Juste, je regardais un film. Et je pense que hors rare cas, c'est ça le plus important. Tout ça pour dire qu'on n'est pas tous les mêmes spectateurs devant un film et que notre culture aura un impact considérable dans notre visionnage d'une œuvre et dans son statut de culte à nos yeux. Plus on va regarder de films et plus on se rendra compte de l'impact de certains, de leur importance, de l'importance de leur pérennité, etc. etc. Le fait est qu'on n'a pas tous le temps de regarder des films, qu'on n'a pas tous les mêmes centres d'intérêt, qu'on n'est pas tous égaux socialement, qu'on n'a Oui. pas le même accès à la culture. Bref. Et c'est tant mieux parce que moi j'adore être au-dessus de tout le monde, hein. Déjà en termes de culture, en termes de ce que je regarde, ce que je lis, j'adore être au-dessus de tout le monde, j'adore être au-dessus de la foule finalement, j'adore être au-dessus de... Enfin planer par-dessus les gens, dire bah voilà, moi je suis au-dessus de tout le monde, je suis le meilleur, finalement je suis le meilleur, je suis le plus fort, je suis trop puissant en fait, trop puissant pour vous. Tous égaux socialement, qu'on n'a pas le même accès à la culture. Bref. De qui? Le classique comme critère appréciatif de quoi? Ça c'est bon. Maintenant, de qui? Eh ben des artistes bossant sur le film. Chef-up, chef costumier, acteur-rice, réalisateur-rice, etc. etc. Ce sont ces personnes-là qui forgent en partie l'histoire du cinéma. Ces mêmes personnes ont pu faire leur base en apprenant, reprenant, s'inspirant de... Perso, j'ai eu pas mal de jumpscares dans Naissance d'une Nation. Alors perso, j'ai bandé devant Naissance d'une Nation à plusieurs reprises. Alors ça dépendait des scènes, évidemment. Il y avait des scènes plus bandantes que d'autres. Mais voilà. D'Archimède qui va très bonne ref. certains styles ayant déjà pu exister. Et donc, on peut voir le classique comme critère appréciatif du travail d'autrui. Pour certaines personnes, les classiques du cinéma, en plus d'être appréciatifs du travail d'autrui, pourront aussi avoir une vertu compréhensive du travail en question. C'est Jean-Baptiste Auré qui disait que pour comprendre le travail d'Antonioni, fallait aussi s'intéresser à celui d'Argento. Quel enculé. Tu m'as tout volé. Même Toré, tu me l'as volé. Vraiment. Vraiment, vraiment. Mais bref, pardon, hein. Pardon. Paf moment, hein. Il aurait pu au moins mettre l'extrait, je sais pas. Non, mais oui. Qui disait que pour comprendre le travail d'Antonioni, fallait aussi s'intéresser à celui d'Argento. Tout à fait. Sauf que Même le rouge en fond, c'est vrai. pour comprendre celui d'Argento, faut aussi s'intéresser à la peinture. Ouais. Et si on veut comprendre certaines œuvres, faut aussi s'intéresser à plein d'autres trucs. Tout est dans la description. C'est vrai.
C'est vrai? C'est vrai? Le moment rapide dans lequel je citerai. Oh! Attendez, on va regarder ça, s'il cite bien. Est-ce qu'il cite bien la chose? C'est la qualité des dialogues. Hmm. Je trouve que... Non, je comprends pas que le script n'ait pas encore été presque édité. Je crois que ça n'existe pas. T'as mis un moment au hasard. Hein. T'as mis... Parce que là, j'ai ouvert. C'était au timecode que tu avais mis, mais t'as mis un moment au hasard. Non, c'est pas grave. C'est pas grave, Béranger. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais non, t'as pas à changer le truc, au pire on s'en fout. Je crois que je sais plus quand est-ce qu'il parle d'Antonioni en plus, hein, dans notre discussion. Mais en tout cas, oui, en fait, là où je te rejoins par rapport à tes analyses, je sais pas si tu voudras venir en vocal après avoir vu la vidéo pour en discuter un petit peu, mais là où je te rejoins, c'est surtout que effectivement, c'est un rabbit hole dans lequel tu plonges, en fait, c'est un trou de lapin dans lequel tu plonges à chaque fois la cinéphilie, parce que tu vas, enfin, typiquement, on a parlé là même là, on a parlé du film sur Pagnol. Bah, on n'a pas vu les Pagnols, mais en vrai, bah, pour comprendre Pagnol, il faudrait plonger dans les Pagnols. Pour comprendre Pagnol, il faudrait comprendre comment c'est quoi l'évolution à l'époque comment dire, à l'époque à Marseille, etc. Étudier tout ça. Enfin, vraiment, c'est très complexe. Il y a beaucoup de choses et à chaque fois, c'est un trou de souris. Pour comprendre Pagnol, il faut comprendre l'évolution de la cité phocéenne en termes de peinture, tout ce qui se passait à l'Estac notamment, et les peintres de l'Estac qui montraient la réalité de l'époque. Enfin, c'est vraiment quelque chose où effectivement c'est tellement transversal, c'est fou en fait. C'est vraiment un truc où tu peux que rentrer là-dedans et c'est fou. J'ai vérifié quand même de base, je parle de l'homme à la caméra dans l'épisode sur Alone in the Dark quand il fait l'étymologie du mot cinéma. Très bien. C'est un chemin sans fin et en vrai je trouve ça très beau. C'est trop cool de pouvoir aller d'influence en influence et de retracer les... Ah, le Joker. J'ai regardé les peintures de Lascaux, les peintures des grottes de Lascaux et je comprends tout le cinéma. Bah, quelque part, oui. Quelque part tu peux dire, bah oui, j'ai regardé des peintures, donc j'ai compris le cinéma. Vas-y. Les origines d'un ou une artiste du cinéma. C'est une manière absolument passionnante d'apprendre des trucs, c'est le meilleur moyen de découvrir... Est-ce qu'il va mettre, parce qu'il a mis du coup Paprika et Inception, est-ce qu'il va mettre Perfect Blue et Black Swan? Possible, je ne sais pas. Plein de choses, vraiment, je suis fan de cette... Ah c'est vrai, putain, j'avais oublié que c'était une adaptation effectivement des 7 samouraïs. Idée. Pour moi, les œuvres cultes qui ont influencé le cinéma et donc le travail de personnes sont moins des éléments de compréhension des films en eux-mêmes que des éléments de compréhension permettant d'apprécier une ou plusieurs œuvres différemment. Tout comme je vais pas mettre trop Satoshi Kon, tu as bien raison, le contexte de l'industrie du cinéma à l'époque d'une œuvre, ces éléments-là nous permettront d'apprécier le contexte autour du film et donc de le voir autrement. Et je pense que l'un des meilleurs exemples à ça, bah, c'est Tarantino. Oui. Tarantino, c'est un gars... Et je pense que l'un des meilleurs exemples à ça, bah, c'est Tarantino. Je vais se faire un petit freeze frame dessus, mais effectivement, bon, Tarantino, pour ceux qui ne connaîtraient pas, alors, non seulement bien fétichiste des pieds, ça à la limite, il fait ce qu'il veut, la vie privée, tout ça, mais il aime bien aussi Israël, quoi. Donc voilà. Tarantino, c'est un gars qui référence beaucoup d'autres cinémas. Après, les peintures rupestres, le fait qu'elles dénotent une certaine abstraction, elles montrent très souvent le mouvement, c'est vrai. Et puis même, c'est la première façon qu'on a eu de représenter des choses, en fait, à l'époque, quoi. Et c'est très intéressant et très pertinent de voir comment est-ce qu'on représentait les choses dans un temps très lointain, et qu'est-ce qu'on représentait, qu'est-ce qui était important aussi, qu'est-ce qui était important à l'époque, quoi. Il aime plus Israël que les pieds. C'est vrai. Ah, c'est vrai que ça, c'est la chevauchée fantastique. Tarantino, c'est un gars qui référence beaucoup d'autres cinémas dans ses films, ce qui a au passage tendance à m'agacer un petit peu, hein. Oh là là, le bandeur. Vraiment le bandeur qui est là en mode anti-Tarantino, c'est... Et soit original, hein. Soit original, vraiment un peu d'originalité en fait, que de dire oui, alors en fait Tarantino, moi je trouve il imite un peu trop et ça m'agace. Oh là là, prenez-le comme il est, Tarantino, c'est aussi ça. Après, moi, je suis pas critique contre toi, Béranger. C'est juste que la vie, ouais, Tarantino, c'est un bon copieur. De toute façon, on en avait parlé, ça, pour le coup, avec Thomas Holland. Ce côté, oui, c'est un bon copieur. Oui, par contre, oui, bah, c'est un bon copieur. Il faut le dire.
comme beaucoup, parce que la limite entre hommage et plagiat est visiblement très floue. Je dis donc pas qu'il faudra avoir vu du cinéma d'action asiatique et lu Lady Snowblood pour comprendre Kill Bill, non. Par contre, avoir ce bagage-là nous permettra de comprendre toutes ces influences et d'encore une fois nous questionner sur le statut culte de Kill Bill. En ayant ce bagage-là, on pourra voir les différents codes que Tarantino met en place ou peut reprendre dans son film. La manière qu'il a... Et ça, et finalement, est-ce qu'il a fait des classiques Tarantino vu qu'il a que pompé d'autres films? Mais en même temps, est-ce qu'il a pompé des classiques? Vu qu'il a pompé beaucoup des films qui ont été oubliés par l'histoire du cinéma. Mais en même temps, est-ce que être oublié par l'histoire du cinéma, c'est un critère pour être rendu classique? On ne sait pas. Enfin, que des trucs comme ça, où en vrai, c'est des réflexions ultra pertinentes, je trouve. Les utiliser, etc., etc. On peut donc voir le statut culte d'un film comme un élément appréciatif du contexte des œuvres futures. En fait, je pense que chaque film considéré aujourd'hui comme culte par le grand public, même si ça veut... Ça dépend, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. À la manière de Karate Center, il a gâché mes classiques. Alors Béranger, est-ce que... Enfin, c'est pas contre toi. Juste, je voulais faire un truc général, mais je sais pas pourquoi je t'ai visé. J'en ai... En fait, je suis au stade où, parce que tu parles de 47 Terres, moi je pense à 2TH. Plus récemment, parce que j'en peux plus de voir la fameuse vidéo de 2TH. Alors attendez, pour ceux qui connaîtraient pas, du coup, on va se la mettre à côté, hein, bien sûr. Et on va se le coltiner ensemble. Mais pour ceux qui ne connaîtraient pas 2TH, c'est un groupe qui est... Bon, 47 Terres, c'est un groupe de rap de blanc. Et c'est vraiment... ça, c'est pas un truc caricatural, quoi. Mais pour ceux qui ne connaîtraient pas, du coup, 2TH, voyons voir ça. Je m'arrête quand c'est raciste, mais, elle a 3 ans, pourquoi elle est toujours là? Je sais pas, écoute. Mais c'est juste que ça ressort, en fait, constamment, et que tout le monde parle de ça et tout. Et c'est juste ça ressort et tout. Je vous avoue que j'avais une phase où je les trouvais insupportables. J'en pouvais plus en fait de les voir et tout. Mais à chaque fois, je sais pas, j'étais captivé et je revoyais des bouts. Et maintenant, j'avoue que c'est pas que j'apprécie. Je vais pas dire j'apprécie. Quand même, j'ai pas envie d'être... Voilà. J'apprécie pas 2TH. Mais quand même, il y a un truc où quand je remate, c'est quand même moins pénible qu'avant. C'est quand même moins pénible et je me dis que en vrai, ouais, bah c'est un peu catchy quoi. Il y a une bonne prod derrière. Vas-y quoi. C'est un créateur de patchwork qui aime profondément les bouts de tissu qu'il utilise. Pour moi, les vêtements patchwork sont très souvent moches alors que ceux de Tarantino sont beaux. Je vois le truc, Ouais, je pense qu'il y a un côté aussi syndrome de Stockholm. C'est vrai. Futur. En fait, je pense que chaque film considéré aujourd'hui comme culte par le grand public, même si ça veut un peu rien dire grand public, a marqué le cinéma d'une manière ou d'une autre et à plus ou moins grande échelle. Kill Bill, c'est par l'occidentalisation des codes dont il s'inspire. Alien, c'est par la manière dont la menace va être amenée dans l'histoire et à travers ses choix de mise en scène. Jurassic Park, de par l'avancée technologique des effets spéciaux. Et ce qui est souvent d'ailleurs le premier critère pour considérer qu'un film est un classique dans l'histoire du cinéma, c'est l'avancée des techniques et l'avancée des outils de l'époque. Je crois que c'était THX, c'était pour Star Wars, des trucs du genre. Enfin, vraiment, il y a un truc où c'est effectivement toute l'avancée des films de leur temps et de ce qui est considéré vraiment comme un classique. C'est effectivement l'avancée des effets spéciaux, des systèmes de mise en scène. Et de dire, ouais, ce film-là, c'est le premier film en couleur. Et ce film-là, c'est le premier film à utiliser la couleur dans sa narration, type Magicien d'Oz. Ce film-là, c'est le premier film sonore. Et ce film-là, c'est le premier film à vraiment utiliser... la parole, je sais pas moi, la différence entre le chanteur de jazz et le dictateur de Chaplin, c'est que bah, le chanteur de jazz c'est le premier film sonore, oui, mais c'est que pour une petite scène et c'est un peu juste pour des mots techniques, et le dictateur de Chaplin ça utilise quand même la parole pour dire quelque chose, tout comme pareil pour Autant n'emporte le vent aussi, qui était vraiment un gros film de l'époque parlant, donc voilà. E.T. de par son scénario brillant et sa double lecture, The Room de par le parfait exemple de tout ce qu'il faut pas faire, et je pourrais continuer comme ça toute la journée, mais là je peux pas, j'ai piscine, vu qu'on est en 2009 au niveau des vannes visiblement. En réalité, chaque film répond d'une certaine manière au précédent, donc chaque film influence le cinéma, et ce qui va différencier un film d'un film culte, bah, c'est sa popularité, et ce, peu importe le milieu. C'est du coup pas les films en eux-mêmes qui vont définir ce statut, mais c'est en réalité le public. Bien joué. C'est ce qui différencie selon moi un film important d'un film culte. L'aspect communautaire. Bon, tout à l'heure... Imagine The Room tellement culte, il y aura une VF à celui-ci. Faudrait que je réupload, c'est vrai, la VF de The Room, hein, quand même. Je l'ai sur mon PC et tout, hein, vraiment. En vrai, s'il y a des gens qui me demandent, je peux leur passer un lien
Swiss Transfer, tout ça. Je crois qu'il est dispo sur Mega, si je me trompe pas. Mais faudrait que je le remette en ligne quand même, hein, la VF de The Room. Je sais pas si elle est sur internet. Je sais pas honnêtement. Je crois qu'elle est que sur mon PC, hein. Et encore, je dois peut-être un peu fouiller. Mais en tout cas, elle existe, hein, ça c'est sûr. Et depuis le début de cette vidéo, je prends l'exemple de L'Homme à la caméra. Mais si je dois être honnête, c'est plus un film important dans l'histoire du cinéma plutôt qu'un film culte. J'en veux pour preuve le nombre de fans de L'Homme à la caméra. Je dis pas... Oui, je pense qu'il n'y a pas une communauté Reddit en mode subreddit Men with Camera. Si je regarde ça, je pense pas que j'ai une communauté Reddit autour du film, quoi, vraiment. Et pourtant, enfin, si je tape, je sais pas, subreddit Citizen Kane, je pense pas non plus qu'il y ait un subreddit sur Citizen Kane. Parce que bah, c'est des vieux films et tout, enfin voilà, quoi. Mais en gros, je pense qu'en vrai, il n'y en a pas tant que ça. Argument invalide, ça, j'ai un mec fan de L'Homme à la caméra. Mais après, il y a une différence entre... Alors, attendez. Parce que là, tu me passes un screen de toi qui regarde ça et qui dit énorme banger, L'Homme à la caméra sweep. Le moment de l'usine qui fait des boîtes, voilà, ok, pourquoi pas. Maintenant, le truc que je vois avec cet argument-là, c'est que c'est pas quelqu'un, tu sais, qui est fan en mode qui a du merchandising. Enfin, ce que je vois beaucoup avec les classiques, justement, c'est un aspect en fait très mercantile dans l'histoire du cinéma. C'est de se dire que ce film-là, c'est un classique parce que ça a fait tel nombre de ventes, parce qu'il y a énormément de gens qui l'ont regardé, parce qu'il y a énormément de gens qui ont fait ça. Là, en fait, L'Homme à la caméra, il n'y a pas eu d'exploitation commerciale, donc ça fait que... Enfin, c'est ça qui est dur aussi avec l'histoire du cinéma, c'est que comme les anciens films n'ont pas eu d'exploitation commerciale actuelle dans le capitalisme actuel qui est basé énormément sur la vente de jouets, sur la vente de cosmétiques, sur la vente de tout ce qu'il y a autour, bah en fait, de produits dérivés en fait tout simplement, en fait ça fait que il y a moins ce côté où des gens peuvent être vraiment fans de vieux films, de Citizen Kane, de effectivement L'Homme à la caméra. Il n'y a pas de subreddit autour de À bout de souffle, quoi, parce que bah, À bout de souffle, tu le regardes une fois et puis en fait, il n'y a pas de produit autour, si ce n'est bah, là, du coup, le dernier film de Linklater et quelques films qui parlent un peu de ce film-là. Mais il n'y a pas de tout ça, mais parce que bah, c'est un film qui est un peu hors circuit de tout ce circuit hollywoodien. Ce qui fait que, certes, tu as des communautés autour des films de la nouvelle vague, mais t'as pas une communauté spécifique autour de À bout de souffle, quoi. Contrairement à des communautés autour, typiquement, de The Room, par exemple. Mais parce que bah, The Room a été exploité jusqu'à la mort en termes de produits dérivés. C'est un mauvais film, hein. Donc bon, c'est pour ça que... Enfin, oui, c'est ce que je voulais dire. Pas du tout, moi j'aime bien. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de fans de L'Homme à la caméra? Le statut de culte se mesure aussi. Je peux te présenter des Chinois qui stannent à mort À bout de souffle. Oui, mais est-ce qu'ils ont du merchandising vraiment à bout de souffle? C'est là où je veux en venir, c'est qu'il y a un aspect très mercantile au fait d'être fan et à l'aspect culte de certains films, quoi. De par l'impact qu'il a pu avoir dans la culture, et ce, à travers ses spectateurs. Ce sont des films qui, en plus d'avoir été visionnés par beaucoup, ont réussi à se construire un autre fan plus ou moins grand. Et ces mêmes fans ont réussi à forger une réputation au film en question, à travers le bouche à oreille, des répliques utilisées au quotidien... Perso, je lirais pas ça au merch direct. Putain, truc jumpscare. Bah, pour moi, c'est plus vraiment affiché, et c'est pas tellement une question de merch non plus, c'est plus une question de afficher de manière très prononcée le fait qu'on regarde ce film-là. Je pense notamment également au Rocky Horror Picture Show. Le Rocky Horror Picture Show, typiquement, il y a des projections annuelles, même mensuelles parfois, au fait de garder en vie ce film-là. Le problème avec les anciens films généralement, c'est que en fait, bah, c'est des films c'est des films qui meurent virtuellement en étant historifiés et en disant voilà, ce film là il est mort, mais c'est important de le voir, quoi. Donc bon, j'ai ouvert une boutique où je fais du merch sur Eisenstein. Tu vas faire quoi? Bah en vrai, franchement, ça peut être chouette, quoi. Ça peut être chouette. Et après tu dis ça, mais genre qu'est-ce que c'est si ce n'est qu'est-ce que c'est Potemkin si ce n'est réhabiliter montrer toute l'esthétique un peu Eisenstein et l'esthétique des affiches de l'époque, etc., quoi. C'est quand même aussi ça. Et c'est pour ça aussi que c'est pour ça aussi que les éditeurs de films, de vieux films, même si on a le piratage, même si on a des manières en fait de voir tous ces vieux films, bah en fait ils permettent de garder une seconde vie à ces anciens films-là et de faire en sorte que ces films puissent être plus populaires et avoir des communautés autour. Et c'est là en soi c'est là qu'ils sont ultra importants, quoi. Réputation au film en question, à travers le bouche à oreille, des répliques utilisées au quotidien.
des références dans d'autres œuvres. Bien. Bref, ils ont fait vivre le film à travers d'autres œuvres et leur quotidien. Et ce, qu'il ait été populaire à sa sortie ou non. Ce que je veux dire par là, c'est que le succès d'un film ne mesure ni sa qualité, ni sa pérennité. Et à l'inverse, un film qui fonctionne pas au box-office au moment de sa sortie peut très bien regagner un certain succès par la suite. Je ne compte plus les exemples comme ça de films aujourd'hui considérés comme cultes mais qui n'ont pas marché au box-office. Voilà, vous en voulez? Allez, là il y en a plein. Alors, attends, attendez. Donc, alors, Les Évadés, Le Big Lebowski, Fight Club, La Nuit du Chasseur, Rocky Horror Picture Show, le correspondant, ça tu l'as mis pour la blague, je le sais. The Thing. Un truc. Bon, cela dit, pour fédérer un public, il faut quand même quelque chose de primordial. C'est que le film crée de l'intérêt. Et quel qu'il soit d'ailleurs. Certaines personnes penseront peut-être que la qualité des films en question joue un rôle important, dans le sens où, pour qu'un film crée de l'intérêt et puisse devenir culte, il faut qu'il soit bon. Alors, soit qu'il soit... En fait, c'est plus qu'il soit exceptionnellement bon, soit qu'il soit exceptionnellement mauvais, et presque encore plus... Faut presque que les films mauvais, en mode nanar, etc., soient vraiment exceptionnels, encore plus mauvais que les films bons ne sont bons. Je sais pas si vous voyez. Sauf que j'ai deux contre-exemples à tout ça. Premièrement, et ce depuis un petit moment d'ailleurs, c'est pas spécialement le film en lui-même qui créera de l'intérêt, mais des choses pouvant l'entourer. Si je lui porte de l'intérêt parce qu'une actrice que j'aime bien joue dans le film, qu'un drama entoure celui-ci, ou encore s'il engendre un phénomène de mode, alors l'intérêt que je lui porte en premier lieu concernera ces éléments-là, et pas le film en lui-même. Le film que je vais voir parce qu'une actrice que j'aime bien est dedans me permettra de me renseigner sur ses choix de carrière. Celui entouré d'un drama permettra de me renseigner sur le problème en question, mais aussi de peut-être voir si le film a pu être impacté. Bah, typiquement... Il y a un épisode de Chroma autour de Rollerball de McTiernan. Pourtant, c'est pas un classique. C'est vraiment juste un film comme ça, on s'en fout. Mais par contre, toute l'histoire autour du film rend le film ultra pertinent, rend le film ultra intéressant. Et effectivement, c'est un truc qui est digne d'intérêt pour pouvoir en parler. Je sais pas s'il y a tant de films que ça où il y a eu des affaires autour en mode essayer de faire en sorte que le film n'existe pas. Si techniquement, enfin c'est pas essayer de faire en sorte que le film n'existe pas, c'est des affaires de malchance, notamment L'homme qui tue Don Quichotte, enfin le Don Quichotte du coup de Terry Gilliam. Effectivement, le Don Quichotte de Terry Gilliam, tu peux que dire, en soi c'est un film où il est devenu culte par le fait qu'il n'existait pas, entre guillemets, tout comme les Megalopolis de Francis Ford Coppola, la qualité du film importe peu que le fait que ça soit représentatif d'une époque où il voulait vraiment faire ce film là depuis 40 ans. Avant même sa sortie, il était déjà un peu culte, quoi. Sur ça, il y a une bonne vidéo de Linguistic AI sur la question des œuvres qui traversent le temps et pourquoi en général dans l'histoire de l'art, ce qui fut populaire a toujours quasiment disparu de l'histoire. C'est faut-il déplaire pour marquer de son époque. Très bien. Et une fois sorti, on s'en bat les couilles d'ailleurs de Don Quichotte. Moi je suis pas d'accord. Moi j'adore le Don Quichotte de Terry Gilliam. Je trouve qu'il est trop bien, il est trop chouette. Et je trouve qu'il y a vraiment ultra de pertinence dans sa mise en scène. Enfin bref, je l'adore. Le fait que ça soit filmé en mode un peu basique au début et qu'après il retrouve le style Terry Gilliam, j'adore. Perso je trouve ça incroyable. Après c'est vrai qu'il a pas traversé les époques. Ça par contre, c'est vrai qu'il n'existe plus. mais moi je sais que j'ai adoré, hein, je le défendrai. Mais c'est vrai qu'il n'existe plus dans les consciences quand même. Ça par contre je te le reconnais. Et puis le film accompagné d'un phénomène de mode permettra de peut-être moins me sentir exclu d'une certaine communauté ou même de la masse. Ensuite, dire qu'un film obtient son statut de culte de par le fait qu'il soit bon, soulève selon moi la problématique de se questionner sur ce qu'est un bon film, mais j'ai pas la réponse, donc laissez-moi tranquille. Oui, c'est quand même un truc où effectivement dire c'est quoi un bon film, c'est une grande question. C'est vachement compliqué je trouve de définir ce qu'est un bon film, parce que ça demande d'établir des... Il a remis Brève rencontre de David Lean. T'as cru que ça allait passer, hein Béranger, t'as cru vraiment. T'as cru que ça allait passer, mais non. Moi, j'ai un œil aguiché, aiguisé. C'est pareil. Je l'ai vu. C'est mieux de voir Lost in La Mancha avant ou après son Don Quichotte. Avant. Bah parce que chronologiquement, c'est sorti avant. Critère universel. Or, je trouve que dans l'art, c'est pas vraiment possible, puisque l'appréciation de l'art repose quand même beaucoup... Mais pourtant, c'est trop bien, Bean. Sur la sensibilité de chacun. The Room et Troll 2, par exemple, sont considérés comme de mauvais films, mais sont pourtant... Non, mais t'inquiète, en vrai, Béranger, est-ce que je vais critiquer? Non. Appréciés par leurs réalisateurs respectifs. C'est par ailleurs de très bons exemples de films considérés comme mauvais, mais qui sont pour autant cultes. Et c'est justement le fait que tout le monde ait pu dire que ces films étaient mauvais qui a pu créer de l'intérêt auprès des spectateurs. Les gens sont curieux de voir, premièrement, si les films sont aussi mauvais que ça, et deuxièmement, si c'est le cas selon eux,
de voir à quel point ils peuvent l'être. L'intérêt pour un film nous conditionnera donc à avoir certaines attentes par rapport à ce que le film va pouvoir nous donner. Et donc le visionnage d'un film culte peut susciter notre intérêt de par le fait qu'il soit considéré comme ça. Nous du coup, quand on va regarder le film, notre intérêt de base pourra se porter sur deux choses. Chez certaines personnes, ça sera la compréhension du statut. Ce qui est une belle tournure de phrase pour dire que quand on va regarder le film, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il a le statut de culte. Chez d'autres, ce sera juste le fait de passer un bon moment. C'est vrai que, et ça, la première manière que tu décris là, en vrai, c'est c'est vraiment, je pense, c'est la manière la plus logique de regarder une œuvre quand vous regardez un film pour la fac, pour les cours, des trucs du genre. Hein. C'est vraiment juste de dire, bah oui, je veux comprendre pourquoi pourquoi tout le monde considère ça comme important, etc. Et c'est tout, quoi. Sinon, après, oui, pour passer un bon moment, c'est aussi chouette, hein. Et de pas pousser l'analyse au-delà de son appréciation personnelle. En mode, c'est un conseil, quoi. C'est un conseil en mode, bah oui, ce film-là, c'est un classique, donc c'est un conseil, je te conseille de le voir, et puis voilà, quoi. Et c'est très bien aussi. Il n'y a pas de bonne manière de regarder un film. C'est bien. Je viens de me rendre compte. C'est bien, c'est bien. Bah, moi, je croyais que t'avais fait exprès. Ah non. Tu veux l'enlever? Bon bref, il n'y a pas de bonne façon de regarder un film, et même au-delà de ça, je pense que l'objectif de beaucoup de réals, c'est avant tout de faire juste un bon film. Et quand tu vois la difficulté de déjà faire et sortir un film, bah, franchement c'est déjà un super objectif, hein. C'est vrai. C'est déjà si dur de faire Oui, en vrai j'avais juste répété ce qu'il avait dit, mais je me suis dit en vrai c'est nul de répéter juste ce qu'il a dit. Mais en mode un peu, en inversant les mots, quoi, en inversant le sujet, le verbe et le complément, quoi. Donc bon, est-ce que ça aurait été si judicieux que ça? Je pense pas. Bon, s'il y a bien un truc avec lequel j'ai vraiment du mal dans la communauté des gens qui aiment bien le cinoche, et bah c'est le mépris dont font preuve beaucoup. Je dis pas, hein, vanner les gens sur leur goût, je le fais volontiers, c'est rigolo de temps en temps. Non, c'est horrible ce que tu fais là, c'est horrible ce que tu dis là, Béranger, objectivement c'est mauvais. Objectivement c'est nul, objectivement il faut pas que tu fasses ça. Mais faire ça tout le temps, la phrase que je prenais comme exemple au début illustre très bien ce que je veux dire par là. Oui, j'ai pas vu le parrain. Tu vas faire quoi? C'est quoi? Tu veux que je te félicite d'avoir réussi à poser ton cul devant un film? Eh ben bravo! Eh ben super! Top! En fait... Vous savez que quand même... Enfin moi je sais que j'ai déjà parlé du fait que le cinéma était un acte... oui tout à fait, ça me rappelle l'époque de What the Cut. Mais ce que... Je sais que je suis très critique du côté les gens qui considèrent le cinéma comme un art passif. Moi je trouve le cinéma comme un art, comme un acte actif justement, et qui essaye de jouer avec le spectateur, et c'est les mauvais films en fait qui rendent le spectateur passif. Tout le côté, ce qu'avait dit Jacques Rancière, le spectateur émancipé, tout ça. Maintenant, il y a quand même un truc où effectivement, quelqu'un qui a vu un film, ok, tu l'as vu. Est-ce que tu l'as vraiment vu? Si c'est un peu un truc où, mine de rien, j'ai envie de répondre ça parfois à des gens qui disent est-ce que t'as vu machin? Et que je dis non, et j'ai envie de leur rétorquer ouais, mais est-ce que tu l'as vraiment vu? Parce que moi typiquement il y a des films, je ne les ai pas vus, mais je peux en parler. Je peux en parler d'une certaine manière, de dire bah il a eu tel prix, etc. Et je peux dire, et je peux développer autour du film avec tout ce que je sais autour du film. Maintenant je l'ai pas vu, donc oui, effectivement j'ai peut-être un peu une lacune à ce niveau-là, mais tout le reste... Vas-y quoi. En vrai j'adore faire ça, c'est trop drôle, mais j'ai une vidéo sur le mépris artistique qui arrive, et je voulais pas me tirer une balle. Bravo, 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 bravo. Il y a une bonne phrase de Sartre sur ça: écrire un bon livre est aussi difficile que de le lire. Bah oui, enfin c'est ça le truc, où effectivement tu es le spectateur de ta propre... Non mais tu es vraiment l'acteur, un acteur du film, c'est toute la théorie de Rancière avec le spectateur émancipé qu'il faudrait que je continue, putain de merde. Ça fait longtemps que je l'ai pas feuilleté, mais effectivement il y a quand même un truc où tu es un des acteurs du film, quoi. Juste ça. Il n'y a pas de... Faut le faire dans un contexte adapté ou pour se moquer des retardés. Bah moi je sais que typiquement, enfin c'était une discussion que j'avais avec des amis récemment. C'était par rapport à la velléité et le côté très brutal qu'on peut faire dans certaines critiques, et de dire ah ce film là c'est de la merde, etc. Ou ce film là il est trop bien, pourquoi vous dites que c'est de la merde, tout ça. Moi je sais que c'est un truc où je vais souvent critiquer les goûts et dire non mais t'as pas de culture, t'as pas de goût, etc. Quand c'est des droitards, effectivement, quand c'est des ennemis politiques, quand c'est des gens que je trouve très mauvais, ou alors quand c'est des gens qui sont eux-mêmes méprisants. Quand tu es méprisant, il faut t'attendre à ce côté des gens qui te répondent en étant encore plus méprisants que toi,
Et là, tu rentres dans un cercle infini où le cycle le cycle du mépris ne cesse jamais, quoi. Clairement, clairement, clairement. Je te félicite d'avoir réussi Et je vais juste... Tac, pardon. 5 secondes. Voilà. Là, on est bien. Là, on est bien. à poser ton cul devant un film, eh ben bravo, eh ben super, top. En fait, il n'y a pas de bonne cinéphilie, chacun est libre de regarder ce qu'il veut, et ce qui me fait chier, c'est quand je vois que les films cultes servent parfois à l'illusion d'un statut cinéphile plus valable qu'un autre. J'ai pas vu L'Exorciste. En vrai, j'ai bien en tête un créateur de contenu en tête en écrivant ça, mais bon, c'est vrai. Bon, écoute, c'est pas très grave. Il y en a. Servent parfois à l'illusion d'un statut cinéphile plus valable qu'un autre. J'ai pas vu L'Exorciste, Scarface, Fight Club, et ma mère n'est pas une pute pour autant. Pardon, ça, je suis un peu fatigué, mais ça m'a fait rire. C'était très bien. C'est très bonne vanne, effectivement. Très bien écrit d'ailleurs comme épisode, on en reparlera après, Béranger. Le DVD il marche pas, je l'ai acheté, hein, mais c'est juste, il marche pas, je sais pas, remboursez-moi. Bon, après, va sur Snapit, je sais pas, mais bosse un peu, Béranger. Mais bon, c'est pas une excuse, le DVD il marche pas, sois honnête. Mais bon, c'est bien, c'est rigolo. Ceci étant dit, si une grande majorité de films cultes sont considérés comme tels, c'est principalement parce qu'une grande partie du public les ont trouvés bons ou ont pu connecter avec eux. Donc, on peut voir ces films comme une très bonne porte d'entrée si vous souhaitez creuser un petit peu dans le cinéma et que vous savez pas trop par où commencer. Par contre, faut pas les voir comme un critère de classification. Pardon, je viens de voir le titre que tu as mis. C'est vraiment un enculé d'avoir mis Crazy Pierrot. Crazy Pierrot sur Pierrot. T'es creusé un petit peu dans le cinéma et que vous savez pas trop par où commencer. Par contre, faut pas les voir comme un critère de classification sociale. Hein. On vaut pas mieux qu'un autre si on a vu Les Dents de la Mer ou n'importe quel autre film. Oui. Les films cultes sont importants historiquement, à la fois si on s'intéresse au cinéma et à la fois société. Mais déjà parce que moi je suis désolé, mais il y a trop de gens qui disent ouais, je suis meilleur que toi parce que j'ai vu tel film, et tu vas leur parler d'une musique très connue, ils vont dire ah, je connais pas. Vraiment, allez vous faire foutre à ce niveau-là, les cinéphiles, parce que je sais pas, il y a des qualités qu'ont et des compétences même qu'ont les gens qui ne sont pas cinéphiles que vous ne pourrez jamais avoir. Quelqu'un qui est boulanger, je vais pas commencer à me ramener et à dire tu n'as pas vu Le Parrain, alors que je ne sais pas faire une baguette de pain. C'est vraiment, au bout d'un moment, c'est si facile de rétorquer ce genre de truc là, et au bout d'un moment c'est juste de l'expérience et du vécu, et le vécu c'est pas des points d'expérience comme dans un jeu vidéo, quoi. Vraiment. En vrai, j'entends rarement des cinéphiles dire ça. Alors, il y en a. En vrai, il y en a, et il y en a qui se drapent vraiment d'une vertu de ah oui, mais moi j'ai vu énormément de films et donc je suis meilleur que toi. C'est un truc très parisien, hein, quand même. Hein. Ça c'est réel. Hein. Alors ça, j'ai une take précise sur le fait qu'il y ait un michot total sur l'analyse de la musique dans Sirat, car les cinéphiles ont aucune putain de culture en techno. Je suis d'accord avec toi, parce que moi typiquement la critique il y avait une critique de Antoine Goya sur Sirat qui disait ah, moi je pensais que les raves il y avait beaucoup de bruit et que c'était très vivant, et il le filme comme si c'était une réunion, et il le filme avec des corps lents, etc. Et moi je suis en mode bah oui, une rave c'est ça. Vraiment, c'est les raves à chaque fois. Moi j'ai des potes qui vont en rave et je me dis bah oui, en soi ils sont devant des caissons de basse qui sont à fond. Et eux, ils bougent normalement comme ça, quoi. C'est là où il y a quelque chose. Donc bon. Et juste, je voulais voir, tac. Parce que moi, mon point de référence pour considérer qu'un cinéphile est une fraude ou pas, c'est juste voir est-ce qu'il a déjà parlé de films d'animation ou non. Alors c'est un bon point de référence, mine de rien. Et surtout, comment est-ce qu'il considère le cinéma d'animation, et aussi comment est-ce qu'il considère, d'un autre point de vue, le cinéma documentaire. Parce que ça, là-dessus, pour moi, quand t'es fan de cinéma, t'es censé voir le cinéma d'animation et le cinéma documentaire comme étant à égal par rapport aux films de fiction live action, quoi. Vraiment. Je trouve que c'est juste l'argument de je connais mieux la techno, ça reste niche les rave tough. Bah, en vrai, c'est pas un truc de je connais mieux la techno, c'est juste de dire moi, je m'attendais à ce que ça soit filmé comme ça parce que mon idée de ce que c'est une rave party, c'est ça. Sauf que en vrai, bah non, c'est une idée préconçue de ce que tu penses que c'est par rapport au bruit que c'est et justement ce qu'il essaye de filmer. Et c'est là où c'est très compliqué aussi de rentrer dans Sirat à plein de niveaux, c'est qu'il s'attend à avoir un spectateur qui connaît quand même un petit peu le milieu des rave parties. Moi j'ai des potes qui vont en teuf et tout et qui ont trouvé le film génial, d'autres ont trouvé le film un peu moyen sur d'autres aspects. C'est pas grave, quoi, ça existe. Et mais qu'est-ce que je voulais dire, pardon? Je voulais dire un truc par rapport au fait de... Oui, effectivement. Enfin,
l'expérience du vécu, c'est quand même quelque chose qu'un cinéphile ne pourra jamais avoir, parce que certes, le cinéma, et quand je dis un cinéphile, c'est vraiment un truc où c'est un cinéphile qui va voir 3 films par jour au cinéma, des trucs du genre, évidemment. Mais le cinéma est quand même un grand vecteur de connaissances, un grand vecteur de ressenti, mais ça reste un proxy. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si vous allez voir la mer, vous aurez beau voir 50 films sur la mer, 50 films qui se basent sur la mer. Non, mais bien sûr qu'il y a du vécu, évidemment, mais en fait, je vise surtout les gens qui vont au cinéma tout le temps et qui, je vais pas dire ne vivent pas, je vais pas faire le cliché du t'es dépressif, putain, vie, tout ça, mais t'as quand même un truc où je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont cinéphiles et qui voient le cinéma comme équivalent à vivre l'expérience. C'est-à-dire que moi, typiquement, j'ai vu la mer plusieurs fois dans ma vie. J'ai jamais vu un film qui m'a fait ressentir tout ce que j'ai ressenti devant la mer, quoi. Devant tout ce qui se passe quand t'es confronté à l'océan, évidemment. Et ça, c'est un truc où, effectivement, le cinéma reste un proxy. C'est un proxy super chouette à ce niveau-là. C'est vraiment un truc excellent. Et évidemment, moi je suis pas en mode, enfin attends, je vous lis aussi, mais je lis juste Oculos. Il base sa critique sur un truc préconçu faux, et du coup il part de ça pour élaborer sa critique, mais du coup c'est juste biaisé. Oui, tout à fait. Et puis effectivement, moi je mets pas enfin je dis pas qu'il faut ressentir exactement toutes les émotions devant un truc vraisemblable, etc. C'est un peu débile. Mais il y a quand même un truc où moi je trouve que, comment dire, effectivement le cinéma permet de ressentir plein d'émotions, plein de points de vue également sur les choses. Reste que je ne suis pas un expert, je ne suis jamais allé au Japon. Je suis pas un expert en Japon juste parce que j'ai vu 200 films japonais ou je ne sais quoi. C'est quand même, il faut un petit peu doser, évidemment. Mais maintenant, je connais des choses sur la société japonaise que certains ne savent pas, évidemment. C'est Benjamin qui dit qu'il manquera l'authenticité à n'importe quelle reproduction. Très belle citation. Très belle citation. Effectivement. Très très belle. Bah oui, domo domo, je suis japonais parce que j'ai vu Your Name. Non, ça ne marche pas comme ça. Quelqu'un qui vit au Japon et qui connaît comment c'est l'ambiance au Japon aura toujours plus d'expérience et plus d'arguments d'autorité également que quelqu'un qui a juste vu plein de films japonais. Maintenant, quelqu'un qui a vu plein de films japonais comparé à quelqu'un qui vit au Japon et qui juste n'a pas vu de film aura peut-être d'autres points de vue sur les choses. Ça, c'est sûr et certain. Mais bon. Autre film. Les films cultes sont importants historiquement, à la fois si on s'intéresse au cinéma et à la fois sociétalement. Ce sont des films qui enfin un bon film hein, dans ton montage de à la con, fois là. si on s'intéresse au cinéma. Vraiment, et à la fois enfin un bon film dans ton montage à la con. Je suis quand même un petit peu heureux de voir ça, quoi. Même en ayant vécu au Japon, tu peux dire de la merde. Louis-San a fait sa carrière là-dessus, évidemment. C'est pour ça que je trouve il y a de la nuance évidemment à mettre là-dedans. C'est que en vrai, c'est pas parce que tu vis au Japon que tu dis pas de la merde, et c'est pas parce que tu vis au Japon que tu as l'argument d'autorité ultime. Non, maintenant, l'idéal c'est quand même de rejoindre les deux et d'à la fois être quelqu'un qui vit au Japon et qui se renseigne sur la culture japonaise pour connaître la culture japonaise. Après, il y a d'autres cultures. Enfin, le monde est si vaste, les gens. C'est ça le truc. Sociétalement. Ce sont des films qui ont marqué des époques, et pour ce faire, il a déjà fallu marquer un public. En fait, c'est des films qui, s'ils ont atteint ce statut, permettent de nous renseigner sur le contexte de leur époque. Bah oui, en fait, c'est ça le truc, Brivan, tu dis ça pour blaguer, mais il y a plein de gens qui vont utiliser ce truc-là, en mode très concernisme, hein, de dire oui, mais moi je suis concerné, et donc voilà. Ça me rappelle, j'ai parlé de mon tweet sur Mélenchon, là, qui était un peu de sortie de mes cercles. À un moment, il y a un connard, là, je sais plus, il me mentionne, il me dit des trucs, etc. Il m'appelle Corentin, et moi je dis, bah par contre, je m'appelle pas Corentin, je m'appelle Raphaël. Raphaël en hébreu, ça veut dire Dieu seul guérit, et je souhaite que tu t'apaises, et puis voilà. Et il m'a dit, oh putain, un juif qui vote à LFI, etc. T'es un débile, tout ça. Et moi, je me retenais quand même, par honnêteté intellectuelle, de lui dire, mais qu'est-ce que tu connais au judaïsme, espèce de petit con. Mais parce que, bah, effectivement, je vais pas sortir la carte du concernisme non plus dans ce genre de cas-là. Et puis même, la carte du concernisme, effectivement, là, tu le sors poisson quand même là-dessus, mais t'as quand même ce truc où la carte du concernisme est de toute manière balayée si tu n'es pas d'accord avec la personne. Donc bon, c'est juste ça, ça ne fonctionne pas la carte du concernisme. Maintenant, c'est un point de vue qu'il faut écouter dans certains cas, notamment si on n'a pas totalement vécu la chose. Maintenant, est-ce que genre demain je suis devant une personne arabe et je dis l'immigration quand même c'est un petit peu chouette, etc. Ou des trucs en mode ouais mais l'islam en vrai ça va, j'ai regardé PDH.
il va me regarder en bizarre aussi, quoi. Genre vraiment. C'est ça le truc. C'est pour ça que l'expérience du vécu, ça vaudra toujours plus que d'accumuler des informations à côté. Mais en même temps, bah, accumuler des informations à côté, c'est chouette aussi, même si on a vécu les choses. Faut pas non plus dire, ah bah j'ai vécu la situation. Enfin, c'est typiquement tu mentionnes Jean Messia, mais même les gens qui ont vécu en banlieue et sont devenus racistes, bah t'es en mode, ok, voilà quoi. Oui, aussi, c'est vrai, Ferris. Mais bon, on va pas creuser tout ça aujourd'hui, hein, ça me demanderait de parler de la théorie du reflet et je préfère me laisser ça pour une prochaine vidéo. Là, on est déjà dans la conclusion, la vidéo est bientôt terminée. Ah bah tiens, justement elle est finie. C'est fou ça. Bravo. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Ça faisait longtemps, c'est une idée de vidéo qui m'est venue... Peut-être que j'en ai discuté avec quelqu'un que je connais, si c'est le cas, je suis désolé. Mais on parlait justement des films cultes et de ce qu'était un film culte. Et en fait, c'est assez difficile de donner une définition de ce qu'est un film culte. En fait, si je vous demande du tac au tac là, vous me dites quoi? La classe américaine. Alors attendez, je vais mettre quand même un petit commentaire. Et moi, j'adore la classe américaine. Donc je pense la classe américaine. Donc je pense c'est le meilleur film de tous les temps. Monde de merde. J'ai pas raison, la MIF. La MIF. Soutien à Israël. soutien à tous les fans de détournement. J'adore. Voilà. Attention, ce commentaire n'est pas un commentaire sur le cyclisme. Merci de votre compréhension. Moi j'adore les détournements de mineurs aussi. C'est quand même très chouette. Je mets mon petit commentaire quand même. Hein. Eh ben les commentaires les gars, les commentaires sont là pour ça. Voilà, merci beaucoup. J'ai très hâte que vous voyez tout ce que on a pu vous préparer avec Balduge finalement, parce que c'est Balduge encore une fois. C'est vrai, bravo Balduge. Je l'ai Balduge. jamais dit à voix haute. C'est Balduge qui filme les... C'est vrai, et ça se prononce Badulge. Je sais que ça se prononçait Balduge et des trucs du genre. Mais oui, les dinosaures par tous heures de droite. Mais oui, je voulais mettre ça, mais je me suis dit, bah ça va être censuré par Twitter en fait, tout simplement. Bah par Twitter, par les commentaires. vidéos, d'accord. Si c'est oui, aussi beau, il a gagné c'est des grâce à concours, lui. c'est Bref, bien. j'ai hâte que vous voyez tout ce qu'il y a de prévu pour la fin de l'année et le début d'année 2026. Ça y est, si vous avez suivi un petit peu l'arc de ma chaîne, je suis officiellement au chômage. Ouais. Du coup, il y aura des shorts, des vidéos régulières, j'espère. Bref, ciao tout le monde, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais plein de poutous. À la prochaine tout On le ne parle monde. pas de l'homme politique. Hein. Magnifique. Magnifique, magnifique. Écoute Béranger, si tu veux venir en parler là actuellement. Là actuellement en vocal, si tu veux parler de ta vidéo, de ce que tu pensais, enfin, parce que moi je suis fasciné par la création de vidéos, vous le savez, j'en ai fait, mais en vrai, là ce que je trouve fascinant, tac, je te déplace. Bonjour Monsieur Béranger. Ah, salut! Ça va le Ça va chômeur? Oh putain, m'en parle pas. Le chôme du! Oh. J'adore le chômage. Les gens, mettez la vidéo, si vous avez aimé la vidéo, et vous l'avez tous aimé parce que vous avez tous bon goût, je l'ai épinglé, mettez-la en boucle à côté. Alors, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut garder le son sur la vidéo, mais Bon, couper le son de est-ce que vous avez l'onglet. déjà parlé avec quelqu'un Avec qui vous a clic dit... droit, couper le son de l'onglet, et ça sera comptabilisé comme une vue, comme des heures de visionnage, tout ça. Donc voilà, faites ça de votre côté les gens, en vrai, pour bien booster la vidéo. La vidéo elle va être Boostez-la. boostée, ah ouais! Boostez-la. Et après, en plus, il y a un truc en mode les boosts sur YouTube, mais moi j'ai pas eu accès à ça, je sais Ah, pas bon, où c'est. Mais je sais que Ah, j'ai eu bon, ça oui. sur certaines vidéos, mais bon, écoute. Mais comment vas-tu déjà, Béranger? Ça va bien. Et moi, avant toute chose, je voulais vous dire merci à tout le monde dans le chat. Super gentil tous les retours. Et merci, Paf. Alors, moi, il y a un truc un peu curieux, c'est que. Je sais pas, c'est l'année dernière, je crois que vous avez commencé à mater mes vidéos avec Brivan. Avec le B. Avec le B. Et en fait, après ça, j'ai un peu eu l'impression de m'incruster. Donc, je suis navré à toutes les Non, personnes non. du chat. J'ai un peu cette impression de m'incruster. Jamais. Voilà.
Mais merci beaucoup pour le soutien, merci, merci. Je vous jure, je demande jamais à ce que Paf regarde mes vidéos en stream ou quoi que ce soit. Il est juste trop gentil, ce mec. Putain. Bah écoute, c'est juste qu'il y a des bonnes vidéos qui sortent sur le cinéma, je les regarde. Vraiment, je suis pas débile. Je vais regarder des mauvaises vidéos sur le cinéma. Non, je vais regarder des bonnes vidéos. Et il se trouve Béranger en fournit par paquet de la qualité. Donc voilà. Et tout ça, c'est vrai que tout ça est à cause de Poisson. C'est vrai. Bravo. C'est vrai. Bravo Poisson, officiellement le plus bête d'ailleurs de toute ma chaîne et de tout Twitch français d'ailleurs. De tout Twitch. Vraiment. Mais effectivement, enfin vraiment, moi je rejoins effectivement, enfin j'ai pas dit, mais très bonne vidéo. Très bonne vidéo, je rejoins tout ce que tu disais, tout ce que tu dis, c'est des trucs que je dis également. Moi je suis d'accord avec quasiment tout, peut-être il y a certains détails en mode Tarantino, mais bon, ça c'est des détails, on s'en fout. De toute manière, le cinéma est fait pour du cinéma, on ne dispute pas mais on discute, enfin voilà, des goûts, tout ça. Et c'est juste que moi ça m'avait un peu surpris parce que tu m'avais dit ouais, vidéo grand public, je me dis putain mais t'abordes des théories sur le cinéma en vrai et t'abordes certains films où je me dis putain Non mais en fait disons que j'ai un peu l'impression d'enfoncer des portes ouvertes, tu vois, d'une certaine manière, et de dire oui bon bah c'est... Ouais mais en même temps c'est bien formulé, et puis même c'est une vidéo, enfin moi je sais que j'ai des vidéos comme ça où je me dis, enfin des VOD même que je pote, où je me dis putain mais ça je dis ce que tout le monde a dit, ça va, mais c'est juste que tu sais, tu tiens une ligne, tu dis bah oui, ça c'est ma ligne et ça c'est mon avis sur les choses. Ça permettra même de plus te connaître et de plus savoir c'est quoi tes opinions sur les choses, pour que si demain tu dis non mais je pense que ce film là c'est un classique, au moins on saura ce que toi tu considères comme étant un classique quoi. Ouais, c'est vrai. Bah c'est gentil en tout cas, merci beaucoup. Bah t'inquiète. Et alors Pardon, je suis en train de crever. Comment ça s'est passé cette c'est vrai que c'est une meilleure vidéo que le film Spectateur, hein. Vraiment de Arnaud Desplechin. Oh là, on a envie de voir ton bingo aussi, mais il existe déjà, Frottman. Il est dispo. Il existe déjà sur la chaîne de YouTube, enfin voilà. Il date un petit peu, mais il est dans la playlist bingo, enfin voilà, vous pouvez regarder. Mais alors, comment ça s'est passé? Dans la catégorie je le verrai un jour, j'ai mis le parrain, je l'ai vu entre temps. Attention. Bien joué, bien joué. Il est déjà désuète le bingo. Bon, sympa mais sans plus. C'est déjà sympa sans plus. Non mais de toute manière, le bingo est fait pour être représentatif d'un instant T, d'une personne P, et voilà quoi. Mais alors comment ça s'est passé du coup, les petites interviews de l'auteur, du réalisateur, comment ça s'est passé du coup l'écriture de cette vidéo là? Non mais attends parce que je vais pas avoir grand chose d'intéressant à dire là-dessus. Bah j'étais tranquille dans ma chambre, tranquillou, et puis voilà. Non en fait je pense que il y a quelqu'un à qui je pense dans ma vie qui dit souvent genre attends, t'as pas vu, j'avais genre 12 ans, il m'a dit t'as pas vu un poisson nommé Vanda? C'est un classique. Ah oui, vraiment, c'est le film que tout le monde a vu. Enfin, même moi, je crois que je l'ai vu une fois et j'étais en mode ouais, c'est sympa. Et tu sais, tu l'oublies le lendemain. En plus, tu sais, c'est le genre d'anecdote où Un poisson nommé Vanda, je crois que c'est un film qui est plus connu parce qu'il y a eu un truc autour du film en mode, je crois que c'est un des films devant lequel il y a quelqu'un qui a regardé le film et qui est mort parce qu'il a trop rigolé, un truc du genre. Ah bah j'ai bien hâte de rigoler en tout cas. Il est littéralement mort de rire. Hein. Tu m'étonnes, avec Jamie Lee Curtis, on l'adore. Ah oui. On l'embrasse dans le chat. Non mais ouais, Jamie Lee Curtis et qui embrassera à son tour Israël. Mais non mais du coup il m'a dit ouais c'est un classique, puis après j'ai grandi, puis j'ai continué de parler avec cette personne et elle continuait de me sortir des films un peu aléatoires et à me dire t'as pas vu machin, c'est un classique. Du coup je crois que c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo hein. Voilà. Bon c'est mon père, j'avais 12 ans, t'as pas vu, après je l'ai regardé avec lui, j'ai rien compris au film, j'ai fait mais c'est pas drôle frère. Oui, ça, au courant de ça. C'est bizarre, et surtout genre ton père à 12 ans il est censé savoir ce que t'as vu quand même comme film, enfin bref, surtout s'il est un peu cinéphile en mode j'ai vu Un poisson nommé Vanda, il est en mode bah oui, à 12 ans t'as pas vu non plus 10 milliards de films. Mais bref, donne-moi son adresse, on va le voir. 39 chemin du ketchup. Oh putain ça m'a envoyé. Merde. Oh, merde. Le Nepo Baby Béranger. Non mais mais en tout cas, enfin c'est vraiment c'est vraiment bien comme vidéo hein, quand même. Mais c'est gentil, merci beaucoup. C'est vrai que moi j'avais un peu une crainte de me dire et en vrai, alors attention, je pense que le fait que vous ayez maté mes vidéos en stream, ça m'a apporté beaucoup de bonnes choses.
une certaine rigueur en plus. Et même si je déteste ce mec, Poisson, je prends à chaque fois ses avis en considération, etc. Et voilà, je réfléchis autour de ce qu'il dit. Je gamberge, finalement. Il a mis en plus un mais- commentaire, je crois. Perso, Oui, il j'ai a vu commenté. Hypertrophy Genital Girl avant le moindre Tarkovsky et j'en fais pas tout un fromage, mais enfin bref. Je vais lui en mettre une pas deux à ce mec. Ouais. Mais, mais du coup, d'un côté, ça m'apporte du positif, et d'un autre, bah, d'une certaine manière, ça crée une petite pression. Oui. Donc j'essaye de me délester un peu, mais voilà. Non, mais ça, Tout de toute simplement. manière, il va falloir. Enfin, étant passé par là, étant passé par la case création de vidéos, tout ça, machin, un peu dans ce lore-là et tout, en ayant fait un peu des vidéos essais à mon jeune âge, tout ça, forcément. Je sais que c'est dur également de se dire qu'est-ce que je prends comme retour à côté, qu'est-ce que. Est-ce que je ne distille pas ma propre personnalité en prenant des retours, etc., etc. Oh, c'est des questions, faut pas non plus. Ouais. Faut pas non plus encher une pendule, quoi. Je vais le faire, pour autant. Je vais le faire. Non, alors par contre, tant que j'ai le chat à portée de main, tiens, mettez dans le chat, envoyez des messages pour dire des films classiques. C'est vrai. Qui sont pour vous des classiques. Parce Qu'est-ce que c'est vraiment, pour en faisant vous, les classiques. le Le futur nouveau nouveau Inzo Panda. Panda. Ça me touche. Ça me touche. Comme lui, Je suis il touché. a touché. Ah oui. Mais, Aïe, aïe, aïe. mais oui, effectivement. Enfin, qu'est-ce que c'est pour vous les grands classiques du cinéma? Parce que c'est vrai que là, tu reviens sur vraiment plein d'exemples. Mais pareil, d'ailleurs, c'est quoi pour toi le classique du cinéma qui te vient en tête, quoi? Parce que tu cites beaucoup d'exemples là, ici, dans ton exemple, dans ta vidéo. Mais qu'est-ce que c'est pour toi le premier qui te vient en tête? Bah alors tu vois, hier je regardais, alors avec des potes on était en appel comme ça, on regardait un TikToker ciné, bon bref, Tu as le droit, tu as le Régé. droit. Et du coup on regardait Régé tranquille, et puis à un moment voilà, il regarde, il fait une réaction à des mecs qui disent les films qu'il faut voir C'est très vague. dans sa vie, tu vois. Oui, oui. Et il balance que des films hyper connus, et je me dis mais en fait dans cette catégorie là, faut te balancer que des films hyper connus. Donc moi je vais dire Jurassic Park. Pour moi Ok. c'est un classique dans le sens où tu le mates tranquillou, et puis voilà, c'est très bien, c'est génial. Je trouve que ça a toutes les qualités d'un blockbuster. C'est pour toute la famille en plus. Super, Tipidi top, tiens. Très très bien. Voilà. Mais effectivement, et je sais que d'ailleurs que Régé récemment il a dit en vrai, parce qu'il fait que juger des top 10, etc. Et je sais que récemment il a dit en fait j'arrête parce que tout le monde cite les mêmes. Bah oui, enfin tu sais, Ouais. c'est un truc où au bout d'un moment personne va te citer dans son top 10 un film en mode, je sais pas, un film un peu médiocre sans plus, tu vois. Oui, bah tout le monde va te citer. Enfin, t'as aussi un côté où dans l'histoire du cinéma, on va retenir que les gagnants, et les gagnants c'est que les excellents films, quoi. En mode, Ouais. je sais pas, des années 40, 50, je sais plus exactement la date, on va retenir que genre Boulevard de la Mort, mais on va pas retenir les centaines de films qui sont sortis durant cette période-là, même Vraiment. milliers de films, tu vois. Et c'est pour ça que d'ailleurs, je fais un gros poutou à Poisson, Mister HS et Nemo, que je suis sur Letterboxd et qui log plein de trucs pas connus, et je découvre plein de trucs grâce à eux, tiens. C'est vrai. Notamment des pornos japonais, vraiment à foison, Ça, par contre, bon. évidemment. Ça, par contre, c'est on terrifiant. peut se retenir, mais c'est vrai que parfois je vois des jaquettes passer quand je suis dans le métro, je referme l'appli au cas où on va penser que je suis un pervers dégénéré, ce que je ne suis a priori pas, mais Alors, je te connais un peu en privé, bon, horrible mec. dégénéré non, pervers, Oui, c'est vrai. ça se débat. Mais j'ai des goûts quand même. Mais en tout cas, je lis un petit peu les réponses, juste que ça dit. Grégoire Moulin contre l'humanité, j'avoue que je ne connais pas. Heat, Conehair, Ouh. Alien. Alien, c'est vrai que voilà, Alien. Mets ton letterbox d'ailleurs dans le chat. Ah ouais, pardon. Mais vu qu'en plus t'es irrecherchable sur YouTube, mais ça il faudra que tu travailles dessus. Mais mais en tout cas c'est vrai que il y a quand même ce truc où effectivement le Alien, c'est quand même ce film où effectivement tu peux vraiment le considérer comme un grand classique. Alien 2 également, bien sûr, bien évidemment. Mais en vrai, je trouve qu'il a pas tant vieilli que ça, Alien 1. Oui. Le côté horrifique, tout ça se tient bien. Je me souviens bon, c'était hier, hein. Dans mes commentaires, il y a quelqu'un qui a cité Titanic, et je trouve aussi que c'est un très bon exemple de film qui relie un peu toutes les générations, tu vois. Dans le sens où tu peux y aller avec ta grand-mère, ta mère, ta sœur, bref, il y a toutes les générations qui peuvent se retrouver autour d'un seul et même film, et je trouve qu'en vrai c'est pas hyper commun. Mais d'ailleurs ça m'a beaucoup étonné parce que
Enfin, moi, je pense parler de James Cameron prochainement, avec au hasard un film qui sortirait. Mais je pense parler de James Cameron prochainement. Mais ce qui m'avait beaucoup surpris, c'est que je crois que j'étais allé vite fait sur la page Wikipédia de Titanic. Et alors, déjà en France, ça a fait, je crois, 25 millions d'entrées, si je me trompe pas. Donc tu te dis, putain, non, 20 millions d'entrées, pardon. Pour sa première exploitation. Et je crois, si je me trompe pas, qu'il est sorti pendant peut-être genre 25 semaines, quelque chose du genre. Donc ça veut dire la moitié de l'année. C'est vraiment quelque chose où, a priori, est-ce qu'il y a d'autres films qui feraient ça aujourd'hui? Je pense pas. C'est pour ça que c'est tellement, Et c'est un tellement petit truc en dantesque. plus. Ouais. Après, il y a des films qui sont restés très très longtemps en salle, c'est vrai. Mais enfin, c'est vraiment, c'est assez impressionnant ce genre de film là. Et c'est des films, c'est comme Mozart, on en voit une fois tous les 1000 ans, quoi. Classique Porco Rosso. Bah, en vrai, je suis d'accord, mais si tu prends les Ghibli, je mets plus Totoro, tu vois. Parce que, encore une fois, t'as l'aspect communautaire en plus. Le nombre de merch Totoro comparé au merch Porco Rosso. Oui. Bon, un énorme porc. Oui, c'est vrai. Titanic, je l'ai vu lors de sa ressortie en 3D, c'est vraiment un putain de chef-d'œuvre abusé comme. Non, mais c'est fou. C'est clairement. C'est bien en 3D Titanic? Bah, Askip, c'est de la post-conversion, mais Askip, c'est vraiment bien. Hein. Askip, c'est vraiment bien. Hein. C'est fou. Hein. C'est fou. Ah non, en fait, attendez. C'était 49 fois. C'était 49 semaines en salle. C'est quand même, a priori, Il a quelque presque chose. fait un an. Hein. C'est quasiment un an en salle, dont alors il y avait des trucs de ressortie, tout ça, ça ok. Mais 49 semaines en salle. C'est aberrant. Quel film fait ça? Et 40 fois dans le top 3, dans le top 30, tu vois, et 12 semaines numéro 1. Enfin, c'est fou, quoi. Il te faisait des 50 000 entrées sur la fin. Enfin, bref. Incompréhensible ce film-là. Et effectivement, c'est une anomalie, quoi, de se dire, ouais, un film Titanic. En plus, il en a reparlé récemment, Cameron, il a dit, ouais, à la base, tout le monde pensait que ça allait flopper. Ça faisait des trucs en mode gloops. Ça faisait des unes en mode gloops pour Titanic parce que ça va flopper. Mais c'est les unes de Libération. Hein, quand les gens vraiment. des jeux de mots. Oui. Bon. Mais moi, est-ce que Cameron il a répondu à la question? Parce que c'est une question que je me posais beaucoup. On est d'accord, il y avait de la place encore sur la planche. Putain. Mais je sais pas si tu savais, mais Leonardo DiCaprio dans Django Unchained, tu sais ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit le N-word. Ouais, il a dit le N-word à Samuel Jackson. Ça, c'est fou, hein, quand même. Hein. Ça, quand même, c'est une dinguerie. Moi, j'aurais pas jamais, osé. Mais tu sais comment d'ailleurs Robert De Niro dans Taxi Driver, il s'est entraîné pour le rôle? Il a maté du porno. Non, je sais pas, dis-moi. Bah, il a lu le script et il a appris ses répliques. Méthode acting. Ouais. Non, Méthode mais c'est acting. Fou. Personne n'a fait ça. Non, c'est. Après, on va me dire que c'est pas des films cultes et des acteurs de fou. Bah oui. Enfin bref, bah oui. vous aurez la vision un jour sur Joaquin Phoenix dans Joker. Poulet. Non mais oui, enfin c'est là aussi où je trouve que je trouve que ça aborde aussi un aspect de ta vidéo que je trouve vraiment chouette, c'est tu vois, genre les films de cette année, combien est-ce qu'on en considérera comme des classiques? Tu vois, combien de temps ça va mettre? Et puis aussi un autre aspect, c'est un aspect presque un peu nihiliste là-dessus. Est-ce que c'est possible d'avoir des classiques à rebours? Tu vois, t'en cites pas mal, tu cites Les Évadés, Fight Club, tout ça, à un moment, de classiques qui étaient des bides à leur sortie. Mais est-ce que c'est possible aujourd'hui, tu vois, d'avoir des classiques à rebours comme ça qui ont bien bidé à leur sortie, mais qui, au final, se font redécouvrir? Mais c'est une bonne question. Je me dis qu'aujourd'hui, l'impact des réseaux, quand même, il est assez important. Hein, donc, il suffit qu'il y ait un petit truc, je sais pas, je suis tellement ringard. Il suffit qu'il y ait une trend ou un truc comme ça et le film y repart, quoi. Tu vois. C'est vrai. Mais par contre, la question de, et ça aussi dans le chat, n'hésitez pas, quel est le film récent que vous pensez va devenir culte par la suite? Moi, je me suis imposé, j'ai mis 2 exemples. Pour moi, Spider-Man Into the Spider-Verse, en quelques années après, il a vraiment instauré un truc. Il a été repris un peu à gauche à droite. Et puis, bon, j'ai mis Fury Road, quoi. Oui, Fury Road, bien sûr. Voilà. J'ai mis Furiosa aussi. T'as mis Furiosa aussi, ouais. Et Poisson qui dit, mais ouais, pour l'outwokisme, pas abordé, c'est tout le point de la suprématie des États-Unis, du cinéma et du regard qu'on en fait hors le passage sur Tarantino. Genre, que ça soit la Chine ou l'Inde, je pense qu'ils ont pas...
quand même des classiques qu'on connaît pas du tout. C'est vrai. Après, j'ai bah oui. l'impression que tu le mentionnes quand même en partie aussi dans le côté où, comment dire, il y a ce côté vraiment très, comment dire, l'histoire du cinéma et ce qui est important pour l'histoire du cinéma. Et mine de rien, ce que tu mentionnes, c'est surtout des films européens, effectivement, quoi. Ou Ouais. des films américains. En vrai, je pense que. Pardon, désolé. Je T'inquiète. suis malade. Je pense que. En l'occurrence, déjà, il y a évidemment tout un aspect où on va un peu. Il y a un truc élitiste autour de certains films. Je pense notamment aux films de la Nouvelle Vague et de tout ce qu'a pu faire Godard, tu vois. Mm. Donc ça impacte. Il y a un truc un petit peu plus élitiste et un peu plus classe, disons, dans la pensée populaire de dire oh j'adore Godard plutôt que de dire ah j'adore un cinéaste indien ou quoi que ce soit, tu vois. Donc je pense que ça déjà ça a dû un peu jouer. Et puis au-delà de ça, oui, je pense qu'il y a des barrières, il y a des barrières culturelles, tu vois. Si on prend un exemple typiquement français, Bienvenue chez les Ch'tis ou même Les Tuches, je pense que c'est devenu un film culte Oui. de la comédie française. Maintenant, est-ce que ça va dépasser les frontières du pays? Je pense pas. Parce que c'est un Oui, truc qui est généralement très ça peut ancré, quand même. s'exporter ailleurs, mais tu vois, ouais, typiquement, Lascun, ce que dit, qui dit Sinners, alors j'imagine en mode pour les futurs classiques, mais Sinners, typiquement, c'est un film où on observe que je crois que 80% de son box-office est fait uniquement aux États-Unis, là où généralement c'est genre 50%, c'est juste qu'il s'est assez mal exporté, mais effectivement, c'est un film qui, je pense, va devenir un classique états-unien et donc par proxy devenir un classique auprès des cinéphiles français, tout ça. Vu qu'on consomme beaucoup de la culture états-unienne, tu vois, Plan Ouais. Marshall, tout ça, mais mais il y a quand même ce truc, enfin, effectivement, je vois. Sinners va disparaître de l'histoire du cinéma. Je ne pense pas. Ouais. Je pense que disparaître, c'est un peu, enfin, après, à voir quand, tu vois, à voir quand. De toute manière, le soleil va exploser, mais c'est l'abus. Mais Alors, je vois Brivan qui met Anatomie d'une chute. J'ai ce feeling. Eh ben, je l'ai pas. Allez hop. moi, je sais qu'il y a Kalimdo qui a mentionné Zone d'intérêt. Je vois le truc où effectivement, je pense que c'est un Ouais. film qui risque d'être important, ne serait-ce que par son côté historique aussi des choses. Et je pense que c'est un film, enfin, c'est un film qui, je sais pas si aussi il pourrait pas être culte dans un aspect culte très que t'as pas trop mentionné, même si bon, Chouchou. c'est pas très intéressant. C'est les films d'école, tu vois, en mode Ah putain, ce ouais. film-là, en mode la chute. Non, c'est pas la chute, c'est la vague. La vague. La vague, voilà. Aïe, 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 je te jure. La vague, il y avait quoi en mode, comment ça s'appelle, l'auberge espagnole, c'est un peu plus peut-être pour ma génération, des trucs du genre, tu vois, où effectivement c'est des films qui deviennent cultes et qui sont rementionnés très souvent et qui sont souvent mentionnés, tu vois. Enfin, moi ici j'ai fait le top 100 des films du 21e siècle et parfois il y a ce genre de films là, tu vois, qui pop dans certains des top 100. Tu vois. Ouais, bah ouais, carrément. Il y a tout un aspect aussi très académique au film culte, quoi. Bah, je viens de paraphraser ce que tu viens de dire, c'est Oui. terrible. Non, mais t'inquiète. Et moi, c'est vrai que ça me casse les couilles, c'est pour ça que j'en ai pas parlé. C'est parce que je trouve que c'est un peu élitiste d'une certaine manière, parce que c'est un accès qui est pas donné à tout le monde, en fait, l'accès à l'apprentissage. Voilà. Et je dis pas ça parce que j'ai pas fait d'études, hein. Attention. Oui. Si. Non, mais moi je sais que je le mentionne souvent ici, mais j'avais un questionnaire quand je rentrais dans mon BTS et c'était c'était quoi, c'est quoi la nouvelle vague, c'est qui le chef de file, j'étais en mode je sais pas, mais parce que bah tu vois les à bout de souffle tout ça, évidemment aujourd'hui je les connais sous les bouts des doigts tout ça, mais bah c'est des trucs où à l'époque moi je savais pas ce que c'était. C'est vraiment juste ça. C'est ça, si on sort de la niche cinéphile, on se rend compte que bah, les gens ils connaissent pas trop le cinéma indien, etc. Et c'est pas la fin du monde. C'est vrai que c'est dommage parce qu'ils peuvent passer à côté de quelque chose. Mais et bon, j'en parlerai dans ma sublime vidéo sur le mépris dans l'art. Mais Suivez Béranger. Oui, suivez-moi. Évidemment. Ça en décembre normalement. Elle a déjà tourné. Youpi. Mais, Ah, je suis orgueilleux. mais en tout cas, ouais, c'est vraiment ce truc où effectivement les classiques du cinéma, de toute façon, ça dépend tellement des gens. C'est vraiment un truc où effectivement, enfin, c'est toujours ce truc où on est, enfin, moi, c'est ce que je dis souvent, c'est on est toujours le snob de quelqu'un, le normie de quelqu'un d'autre. Ouais. Tu vas parler de Interstellar et tu vas dire ça, c'est un classique du cinéma pour moi. Certains vont te regarder en mode, mais t'es trop un bandeur, t'es trop élitiste. D'autres vont dire mais t'es trop un normie quoi, vraiment, enfin t'es trop une merde. Vraiment je vais te suivre jusqu'à ton domicile Béranger. Je t'embrasse Brivan, avec plaisir mec. Bisous. On rappelle 39 chemin Colonel Ketchup. Très bon. Tout à fait. Je vois quelqu'un qui met c'est Poisson. Oh putain merde. Je déteste leurs films mais les Daniels vont être intéressants à voir s'ils restent dans l'histoire.
Moi, j'ai un peu cette impression de. Ah, attention, moi, je fais partie des gens qui adorent Everything. Alors, Pareil, je considère pas non plus que c'est le film voilà, du siècle. pareil. Je passe un très bon moment, mais pour autant, je pense que les gens l'ont déjà un peu oublié, tu vois. Everything, ou du moins, ils sont passés à autre chose. d'une certaine Oscar du manière. meilleur film, hein, quand même. Hein. Tu dis putain, chaud, mais effectivement, les Daniels, qui les connaît? Ouais, mais tu vois, même, c'est pas Moonlight qui avait reçu l'Oscar du Ouais, meilleur film. de Barry Jenkins, Enfin, qui au final, il a fait quoi? Après, ouais, il a fait Mufasa. voilà. Et attends, il y a Spotlight aussi, maintenant que j'y pense, qui a reçu un Oscar et Ouais. tout. Qui se souvient de. Qui est le Ouais, réal de c'est ce genre de Spotlight? film où. Oh, bah alors là. Mais tu vois, voilà, Ah, bah alors. Parasite, par exemple, c'est vraiment un film qui est resté, j'ai l'impression, Ouais, quand même. ouais. Malgré le fait que Et- il a passé quasiment, non, j'allais dire quasiment 10 ans parce que je pensais que c'était 2016, mais non, c'est 2019 si je me trompe pas. Il a passé quasiment 6 ans en mode directeur jail entre guillemets à ne Ouais. faire que des, enfin, à essayer tant bien que mal de faire son Mickey 17 après le succès de Parasite, mais en vrai, enfin. Il a eu des problèmes avec Warner, tout ça, mais Parasite est resté. Parce que généralement, effectivement, je pense que les Daniels, je crois qu'ils sortent un film d'ici 2 ans, je crois, sur Universal. Et il y a un truc où, effectivement, quand ça sortira, on se remémorera un peu de Everything Everywhere All At Once, même de Swiss Army Man, tout ça. Mais, oui, qui s'en souviendra Ouais, tu vois. Après, c'est aussi C'est- un truc où l'époque. Enfin, c'est aussi pour ça que je mentionne cette question des classiques actuels. C'est que j'ai l'impression que l'époque produit moins de classiques, mais en même temps. Il y a aussi un truc où l'histoire s'écrit rétrospectivement, tu vois. Est-ce qu'on n'a pas aussi un plus grand. C'est ce que je me disais aussi au niveau des musiques, tu vois. Je me disais, Mm. est-ce qu'on n'a pas un plus grand accès en fait au cinéma et ce qui fait qu'on a plein de propositions, tu vois. Je me dis, Oui, dans les années 80, est-ce qu'on avait une telle proposition dans les salles avec une telle diversité d'origine des pays, tu pas vois. du tout. Bah déjà, on a Donc, accès à des cinémas de certains pays qui, bah, soit produisaient pas de films parce qu'à l'époque, ils en produisaient pas, ou alors qu'ils en produisaient très peu, et aujourd'hui, comme on a de plus en plus de moyens de production pour faire des films, bah oui, effectivement, tu sors ton téléphone, tu fais un film, quoi. Radu Jude, là, ouais. j'en parlais tout à l'heure, il sort genre 3 films dans l'année. C'est vraiment un, Oui. c'est incroyable, tu vois. Mais parce que bah, Continental, il a filmé en 2 semaines à l'iPhone, quoi. Donc oui, forcément, bah les couilles. C'est ça, c'est des propositions artistiques intéressantes, hein, mais Mm. alors, moi qui habite dans une petite campagne, je peux vous dire que ces films-là, je les ai pas. Hein. Ah oui. Bah après, même Ah, je les ai pas. Brivan qui est à Rennes, il a pas eu Dracula, donc bon. Oh putain. C'est Oui, puis en vraiment. plus, t'as pas dit qu'il était projeté dans un seul ciné, je crois, à Paris. À t'as Paris, dit, ouais, il est projeté qu'au MK de Bibliothèque, si je me trompe pas. Donc c'est vraiment. Bref. Pourtant, c'est un film. Enfin, je sais pas, il y a une expo Radu Jude actuellement à la Cinémathèque et tout. Enfin, non, pas à la Cinémathèque, à. Centre Pompidou, mais qui est à Bibliothèque, bref. Mais il y a une expo là-bas, mais il est pas diffusé à Bibliothèque qui est juste à côté, bref. Omeya, ça Ok. montre, ok. Oh. Mais c'est très bizarre, quoi. Mais en tout cas, Oh. ouais, c'est un truc où effectivement on a tellement de propositions, mais presque, est-ce que on n'a pas sacrifié la qualité pour la quantité? Ouais, bah, Et ah là- bah ça, putain. TikTok. Bah Mais non, mais, et ouais. du coup, c'est pour ça que moi aussi, j'aime bien juger la pérennité des films, ou du moins de me dire le film est un succès quand je me dis, ok, je l'ai dans le ciné près de chez moi, tu vois. Hmm. Et Parasite, je l'ai eu. Everything, je l'ai pas eu. Tu vois, alors ça veut rien dire, hein, Alors, attention. après, hein, oui, mais c'est je aussi me qu'il dis, y a des bon, films en où c'est France, du moins. compliqué. Enfin, typiquement, t'as Voilà. mis Escape from the 21st Century. Je sais pas s'il est passé là-bas. au Je l'ai Ciné. évidemment regardé en ligne. Dommage. T'as aimé? Ouais, bien sûr, c'est super. Mm, C'est très bien. Parce que Brivan Peut-être n'a un pas peu aimé. trop généreux, je trouve. Trop généreux, avec un rythme trop effréné, ce qui fait qu'à un moment, j'étais essoufflé carrément. Je comprends, Genre, je comprends. Il est dur à encaisser aussi. Mais effectivement, enfin, je sais que c'est moi, typiquement, je pense qu'Escape from the 21st Century, après, c'est vraiment ma vision des choses. C'est possible, tu vois, qu'il devienne un classique. Maintenant, il était distribué bizarrement. Après, je sais que tout le monde en parlait sur les réseaux et tout. Tout le monde Ouais. disait, allez le voir, c'est le film de l'année, etc. C'est là que je me dis, putain, il y a un petit truc quand même autour de ça. Il y a des gens qui sont allés le revoir. Moi, je sais que je suis allé le revoir. C'est très rare que je revoie des films. Hein. Je revois jamais des films d'habitude. Mais là, je me suis dit, putain, Ok, c'est vrai Antoine Goya. oui. Non, mais il y a trop de films à voir, donc est-ce que je vais revoir des films? Non, je vais plutôt aller voir un nouveau film que. Bref. Mais ça, c'est ma vision aussi de zoomer décérébré. Mais j'ai aussi ce truc où je me dis, je pense qu'en vrai, ouais, est-ce que c'est un effet de hype? Ou est-ce que c'est un truc vraiment passager? Ou est-ce que c'est un truc qui sera un classique, tu vois? Moi, je pense que je vais comparer Escape à tu sais, RRR, parce que je trouve que c'était à peu près le même milieu qui Ouais, oui, c'est vrai. maxait, on s'entend, mais qui disait genre allez le voir, allez le voir, allez le voir, allez le voir. Et Mm. aujourd'hui, alors RRR, il est réputé dans le milieu, et je pense en Inde aussi, il a cartonné, Ouais. mais bon.
maintenant la pérennité. Et très très bien dit, Frotman. Mettez plus de trucs à Lyon. Très, très C'est bien vrai, dit. c'est vrai, c'est vrai. Plus de trucs à Lyon. Plus de... Déjà, ils ont des bons youtubeurs, donc ça va. Mais plus de trucs à Lyon. Oh, tchou Zach Nani. Et oui, tout à fait. La casse d'Alerie, Lokin, Putain. le mec de Fnac Darty. Voilà, j'ai fait toutes les blagues. Mais, Pendant un moment, il y avait un autre youtubeur ciné sur Lyon, tiens. Ah ouais, c'est vrai, il est devenu quoi? Bah dis donc, il est devenu quoi? Ça serait quand même un peu bizarre qu'il aille déménager à Paris, puis à Montréal, on ne sait pas pourquoi. Oh, Montréal. Puis qu'il revienne à Paris, quoi. Enfin, vraiment, ce serait bizarre. Non, il est revenu à Lyon entre temps, parce que j'ai quand même suivi un peu le. Ah bon, son il est revenu à Lyon? Oui, il est revenu à Lyon. Putain, c'est pour ça que je le croise plus trop. Mais alors attention, maintenant il est de retour sur la capitale et il Ah. fait un film. Bref. Ah. Vous faites rien que de vous moquer de lui. C'est vrai que c'est pas un truc en mode il fait un film et genre je crois que on en avait parlé en plus ici il me semble avec Brivan mais Parle de Turenne. oui pour info on parle de Monsieur Bobine hein. Non mais je crois qu'on en avait parlé un peu ici mais en gros il avait fait une annonce pour dire je recherche des acteurs et des actrices et genre actrice il a mis un truc en mode rousse 1 mètre enfin des trucs très spécifiques en mode de critères de taille, d'âge, etc., de style vestimentaire. Et les mecs, il a juste dit mec musclé. Vraiment, il en avait rien. Classique. J'ai postulé. Évidemment. J'ai postulé. Mais non, mais oui, en tout cas, Lyon, bougez-vous un peu plus, évidemment, pour faire. Il y a le Festival Lumière en ce moment, non? C'est vrai, c'est en ce moment, tout à fait. Jusqu'au 18, Voilà. je crois, il me semble. Oui, il y a John Woo, c'est quoi, c'est dimanche matin, je crois. Et n'hésitez pas à aller voir John Woo, je pourrais pas y aller. Tout à fait. J'ai pas de Et c'est place. édition Michael Mann, il me semble, hein, bien sûr. Salut Ouais. Coco, merci beaucoup Ouais. pour le sub. Écoute, merci Voilà. beaucoup Béranger. Très très bonne vidéo. à vous. Encore une fois, j'invite tout le monde à la regarder, à mettre Lyon des pouces bleus. politiquement très belle aussi. De quoi? C'est Brivan qui a mis Lyon politiquement très belle aussi. Ah, j'adore. Objectivement, politiquement, c'est super beau. Les ultras de Lyon à jamais dans mes cœurs, quoi. Vraiment. J'y vais demain et j'enchaîne avec Apocalypse Redux. C'est pas bravo. Bravo. Oh, Et en enfin tout bref, cas, merci beaucoup en tout cas à tout le monde. mettez des commentaires, likez, boostez si vous avez le droit de booster, je sais pas comment ça marche, et allez la mater dans votre coin, tout ça. Enfin voilà, c'est vraiment c'est une très très bonne vidéo, mine de rien. Et suivez Béranger sur sa chaîne YouTube, sur ses réseaux, dans sa rue. C'est suivez Béranger. Encore une fois, Quelqu'un peut merci envoyer. beaucoup. Il est épinglé, fils de pute de Coco. J'aurais dû te choisir toi pour le débile. Encore une Merci fois, pour le merci sub. beaucoup. Merci, vraiment, ça me touche beaucoup. C'est super cool et je suis trop content. Et j'ai rencontré plein de belles personnes, n'empêche, depuis que vous avez commencé avec Brivan à partager mes vidéos. Bah, j'ai un peu parlé avec Brivan, j'ai un peu parlé avec Paf, et puis Bien après sûr. ça, de loin, il y a Nemo, Nemo qui un jour m'envoie des films. Je fais bah merci, ça. c'est très gentil. Magnifique. Et puis HS et Poisson, même si je le hais. Enfin vraiment, merci beaucoup. Et il y a plein d'autres gens que je cite pas dans le chat. Désolé tout le monde, mais merci beaucoup. Merci Pas en de tout cas. soucis. C'est trop gentil. Merci beaucoup Béranger d'être passé. Longue vie à toi et des Merci.